France Maghreb 2. Votre talk de fin d'après-midi, le LGF, 16h-18h, ravi de vous retrouver sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h. Une grosse actu à commenter aujourd'hui. On se demande ce qui va se passer ce soir à 20h. Le président de la République va s'adresser à la nation et plusieurs hypothèses sont sur la table. On va les évoquer évidemment ensemble dans un instant avec une partie des chroniqueurs du LGF qui vont se succéder aujourd'hui. Voici le sommaire de cette émission. Au sommaire de ce grand forum pour ce jeudi 12 mars, à la une, coronavirus des USA stoppe les vols en provenance de l'Europe, à l'exception de l'Angleterre. Selon vous, et c'est la question que l'on vous pose, la France a-t-elle réagi trop tard dans la gestion de la crise avec l'intervention du président de la République Emmanuel Macron ce soir? Pour répondre à cette question sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant dans quelques minutes au 01 40 33 9000. On en parle ensemble sur votre radio France Maghreb 2. Le finaliste de l'émission PK Express diffusée sur M6, nommé meilleur candidat, PK Express, Mehdi Meyaoui sera avec nous dans les rendez-vous d'Anna tout à l'heure à 17h. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et à partir de 17h30 tout à l'heure et dans le cadre des municipales 2020, nous recevrons notre chroniqueur mais aussi candidat à Orly, monsieur Philippe Poya, qui viendra se présenter à vous sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue. Votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, c'est sur France Maghreb 2 évidemment. Le LGF, le grand forum tous les jours, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur France Maghreb 2 en ce jeudi. Messieurs, dames, on a besoin évidemment d'évoquer ce qui se passe parce que l'actualité est très dense en ce moment avec le coronavirus. Et cette décision de Donald Trump hier, on en parlait, qui annonce à compter de demain soir annuler tous les vols en provenance d'Europe, sauf l'Angleterre. Est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce que la France a-t-elle tardé dans la gestion de la crise du coronavirus, puisque ce soir, le président de la République s'exprime à partir de 20h. Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs options sur la table. On les évoquera dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Pour répondre à cette question, bien sûr, sur Twitter, vous êtes 87%. Ah oui, pensez que la France a tardé dans la gestion de la crise. On a appris cet après-midi l'évacuation de l'université de Tolbiac après qu'un prof ait été positif au coronavirus. Un député, André Chassaigne, lui aussi été contracté positif au coronavirus. Il semble en tout cas que la situation s'aggrave quelque peu si on y rajoute. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter dans quelques instants. Le chef des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière qui déclare sur LCI que la situation est grave et que nous n'échapperons pas, selon lui, à un scénario à l'italienne. Écoutez ce qu'il disait sur LCI. Non, mais j'ai probablement un biais d'observation, parce que comme vous savez, je dirige un des services qui a un des centres de référence à Paris qui s'appelle un établissement de santé de référence. Donc on est en première ligne sur le virus et on commence à en percevoir les effets et on est persuadés tous qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. C'est ce que nous verrons ce soir au travers de l'allocution du président de la République ce soir à 20h, bien sûr. Alors, avec moi aujourd'hui, Farid Tabsamani. Salut Farid. Salut Christophe, salut à tous. Comment ça va mon Farid? Ça va, on fait aller. Bon, désolé de ne pas être sur le plateau. Oui, c'est un peu particulier aujourd'hui. Mon cher Farid, tu seras rejoint par d'autres chroniqueurs qui c'est open bar aujourd'hui pour cette partie-là parce que il semble que l'exécutif ne sache pas trop quoi faire. On a l'impression qu'il y a une espèce de panique qui s'est installée à tel point que le président a réuni un nouveau conseil de défense 3 jours après en avoir organisé un déjà. On ne sait pas trop à l'heure où nous parlons, alors que d'habitude on a des fuites dans la presse de ce qui va se passer, de ce qu'il va dire. Là, vraiment, les hypothèses et les possibilités sont sur la table. Et là, on apprend au travers du JDD que le président de la République pourrait annoncer ce soir un report de l'élection municipale dont le premier tour est prévu dimanche, Farid. Sur la gestion de la crise, justement, de la France, est-ce qu'elle a tardé, selon toi, Farid? En tout cas, on a un ressenti, à mon avis, qui est assez délicat. C'est quoi? C'est que on veut surtout pas faire paniquer les gens, mais là, il ne s'agit pas d'un sujet politique ou d'un sujet économique. Il est clairement d'un sujet sanitaire et médical. Et en réalité, c'est toujours pareil. C'est des sujets qui, à mon avis, lorsqu'ils sont traités par des politiques,
en fait, sont très souvent très maltraités. Bon, ça, c'est mon avis. Est-ce que un autre président ou un autre exécutif aurait fait différemment? Je ne sais pas. Sachant qu'il y a une variable très importante, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a l'élection municipale, et notamment la campagne des municipales. Et donc, du coup, quelle que soit la décision, elle sera forcément critiquée. Mais ce qui est certain, à mon avis, c'est que tout en ne voulant pas assumer de mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire de faire paniquer les gens, la réalité sanitaire fait que, de toute manière, on y arrive. Et le meilleur indicateur, c'est ce que tu as fait passer tout à l'heure, Christophe, c'est-à-dire ce chef d'une unité de je ne sais plus quel hôpital parisien. La Salpêtrière, la Pitié-Salpêtrière. Exactement, première ligne. Et donc, du coup, eux, ils savent précisément ce qui est en train de se passer, que la dynamique d'infection qui est en train de se réaliser, à mon avis, et alors là où je suis pas d'accord forcément avec lui, c'est que je pense que la comparaison avec l'Italie n'est pas forcément bonne, parce que quand on s'aperçoit, c'est que l'Italie, en fait, a mis le pays quasiment en quarantaine pour des raisons non pas de propagation du virus, mais parce que il ne voulait pas gérer une possible dynamique qui ne serait pas capable justement d'endiguer, parce que les... c'est plus qu'une quarantaine, Farid, parce que l'Italie a tout fermé. Magasins, sauf les alimentations et pharmacies. Tout le pays est en quarantaine. Complètement. Alors là, on pourrait largement parler, même par rapport... Là, du coup, il y a comparaison avec la France. C'est que d'un point de vue purement économique. Mais si on reste purement sur le domaine sanitaire, je pense que en Italie, en fait, un des arguments avancés, en tout cas il y a quelques jours, c'était de dire nous ne sommes pas capables de gérer la crise potentielle qui va venir, donc du coup, on prend les devants. Alors qu'en France, en fait, on est capable de gérer potentiellement la crise. Pour l'instant, on n'a pas de raison de prendre les devants. Mais au final, on s'aperçoit que de toute manière, on va y arriver. Je pense que une fois que la crise sera passée, je pense qu'il ne serait pas inintéressant d'avoir potentiellement une enquête parlementaire sur la manière dont les services de l'État, l'exécutif au sens très large, a géré cette crise-là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des morts derrière tout ça. Oui. C'est que derrière, il y a des gens qui décèdent, il y a des familles qui sont endeuillées, et donc du coup, il ne faut pas oublier ça. Alors, je veux pas faire mon misérable, c'est-à-dire que il y a des morts tous les jours. Il y a d'autres crises tous les jours qui sont moins visibles, peut-être plus importantes. Mais en tout cas, c'est peut-être des morts qu'on aurait peut-être pu éviter. Et à mon avis là-dessus, je pense toujours à cette personne malheureusement qui est décédée de Creil. Et on peut s'interroger sur est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose. Pourquoi ? Parce que la vie humaine, vous le savez, en tout cas pour moi, est quelque chose d'extrêmement important. Et toute vie humaine sauvegardée, à mon avis, c'est quelque chose qui est très lourd. Donc du coup, moi je pense qu'il faudra vraiment s'interroger après la crise. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait déclaré il y a quelques jours, il y aura un avant et un après coronavirus, parce que ça va laisser des traces économiques importantes, Farid. On le voit notamment au travers de plusieurs secteurs. Par exemple, si j'en prends un, par exemple, c'est le transport des agences de voyage qui subit de lourdes pertes parce qu'il y a beaucoup d'annulations. Si on y ajoute la décision de Donald Trump de suspendre les vols pour une durée assez longue quand même, en provenance de toute l'Europe, d'ailleurs, sauf l'Angleterre. Là, si c'est pas une décision politique, Farid, faut que je m'appelle pas Christophe, quoi. Alors, sur Trump, bien sûr, c'est une décision politique parce que si on se souvient bien, il y a encore quelques jours ou quelques semaines, Trump en fait avait un discours complètement différent. Ah bah oui, il en rigolait même du virus à l'époque. Exactement. Alors, à la différence de Trump, enfin, les États-Unis peuvent se permettre de bloquer leur pays. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore maîtres de leur monnaie et donc du coup, ils peuvent alimenter d'une certaine manière un certain nombre. Mais il faut pas se mentir. Même aux États-Unis, l'économie va subir de très lourdes pertes. Le problème de la France, c'est qu'elle ne peut pas se permettre. La France n'est plus maître de sa politique monétaire, de sa politique financière. Ça veut dire quoi, très sincèrement, très clairement, c'est que vous avez, moi je l'ai évalué d'après les échanges que j'ai avec certaines organisations syndicales, on a jusqu'à entre 20 et un tiers de l'économie française qui va être impactée de manière violente. Violente, ça veut dire quoi ? En fait, il y a des entreprises qui vont fermer Vous avez des entreprises il y a des, allez, pour faire très court, la société de ménage qui employait un certain nombre de femmes de chambre pour des chambres d'hôtel, pour des hôtels, même en banlieue parisienne par exemple, en fait, aujourd'hui, en fait, est en train de fermer. Donc ça veut dire que vous avez des tas de gens qui vont être impactés et donc du coup là c'est pas marrant du tout parce que il y a des gens en fait qui vont véritablement souffrir de ça et nous allons tous en pâtir. Faut pas se mentir parce que l'économie c'est un système circulaire où en fait tout le monde pousse tout le monde. Alors
ceux et celles qui sont dans des grandes entreprises, qui vont pouvoir bénéficier des conditions du chômage technique. Eux, ils vont être impactés, mais un peu moins. Mais vous avez des tas de gens, notamment les plus précaires, qui, eux, n'auront pas ces conditions-là. Et je peux vous dire une chose, ça va faire très mal, malheureusement. Alors Farid, amis auditeurs, auditrices, c'est bien entendu la question que vous avez posée. Est-ce que, pensez-vous, selon vous, que la France a-t-elle tardé dans la gestion de cette crise du coronavirus quand on s'aperçoit que les pays voisins ont pris des dispositions tout de suite, voire rapidement en tout cas, pour essayer d'éradiquer ce virus. L'OMS qui parle d'une pandémie, qui appelle les pays d'ailleurs à prendre des décisions fortes pour lutter contre la propagation de ce virus. Il est là. Alors, chose étant, le président de la République s'adresse ce soir. Qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse sur la table? Je le disais, le report de l'élection municipale, ça me paraît un peu compliqué, mais pas impossible, Farid, au vu de ce qui se passe. Le stade 3, je pense que c'est inéluctable et on a eu des informations, j'ai eu personnellement des informations de sources bien informées. Ça, on n'y échappera pas. Si c'est pas le président qui l'annonce, ça sera annoncé de suite après ou au plus tard demain. On basculera au stade 3. Alors on ne sait pas trop en fait ce que signifie le stade 3. C'est un renforcement du dispositif dans les hôpitaux bien sûr. Est-ce que ça va nécessiter une fermeture des écoles, de l'ensemble des écoles du territoire français? D'ailleurs, soit dit en passant, le président Tebboune a annoncé cet après-midi la fermeture de toutes les écoles et universités d'Algérie suite à ce coronavirus. Voilà, alors quelles sont les hypothèses qu'il a sur la table, Farid? Il va pas falloir qu'il s'adresse aux Français en disant il faut vous laver les mains plus souvent. Il va falloir qu'il apporte de vraies choses concrètes, des décisions notamment économiques, Farid, pour faire face à cette crise. Alors, sur les décisions économiques, en réalité, je crois que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a déjà un peu donné ce qu'on attend ce soir du président de la République, c'est-à-dire que toutes les charges fiscales et sociales risquent d'être étalées ou en tout cas suspendues, mais ça suffira pas pour l'économie. La réalité, c'est ça. Pourquoi Emmanuel Macron, le président de la République, va s'exprimer? C'est parce que, en fait, la situation étant tellement exceptionnelle qu'il y a besoin d'avoir une parole présidentielle, parce qu'on est toujours dans cette fameuse monarchie républicaine où les gens ont besoin de la parole providentielle. La réalité, c'est entre ce soir et demain matin, il n'y a rien qui changera véritablement. Le stade 3, moi je suis très choqué qu'on n'y soit pas déjà passé. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais qu'on appelle ça, d'enquête parlementaire, à mon avis, après la crise. C'est parce qu'à mon avis, on a dans les instances au plus haut niveau de l'État, volontairement, on n'est pas passé au stade 3 pour des questions purement politiques. Pourquoi? Parce que pour faire l'affaire très courte, c'est qu'il y a des élections municipales. Alors je suis un peu d'accord avec toi, c'est que je pense qu'on peut s'attendre, même si ça serait quasiment violent, à quelques jours des élections municipales, on peut s'attendre à un report des élections municipales. Je suis même étonné que ça n'a pas été déjà fait. La réalité, la vérité, c'est ça. C'est que la pandémie, enfin la crise en tout cas, elle est installée depuis maintenant quelques semaines. On savait pertinemment, en tout cas les médecins, les spécialistes, savaient pertinemment que l'évolution sera que positive malheureusement, et donc du coup, on savait pertinemment qu'il y avait un risque. Malheureusement, comme toujours, il y a toujours des enjeux électoraux. Est-ce que ça a un intérêt pour le gouvernement, l'exécutif de reporter ou non? Je pense qu'en fait l'étape 3 aurait dû largement être passée il y a déjà quelques temps. Sur le reste, le président de la République va essayer de rassurer les Français, contrairement à d'autres pays, parce que tu faisais référence, Christophe, à des pays de nos voisins européens. Alors c'est un des avantages pour l'instant encore de la France, c'est que son système sanitaire et social est relativement lourd et équipé, même si il pâtit de décisions maintenant depuis pas mal d'années, mais en tout cas il tient la route contrairement à ce qu'on a pu évoquer. Oui, enfin, permets-moi d'y mettre des réserves là-dessus parce que ouais. en matière d'appareils respiratoires, il n'est pas impossible qu'on soit en manque d'appareils respiratoires. Il y en a un certain nombre, et s'il y a une grosse demande suite à des problèmes justement liés au coronavirus qui attaquent les voies respiratoires, ça risque d'être compliqué, Farid. Tu as complètement raison. Pourquoi là-dessus je suis un peu positif, c'est que la France a un tissu industriel qui fait que même si elle est en manque, elle est capable dans les heures, dans les jours qui suivent, de mettre en route un certain nombre de tissus industriels pour les fabriquer. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Tu as fait notamment référence à l'autre côté de la Méditerranée, notamment. L'Algérie, oui. L'Algérie, ou que ce soit l'Algérie ou d'autres pays, peu importe. Mais
s'il y a une évolution positive de la crise, malheureusement, c'est beaucoup plus violent parce que eux, ils sont tributaires de l'extérieur. Tu comprends ? La Chine, pourquoi la Chine est quasiment en sortie de crise là-dessus ? C'est parce que la Chine est un pays qui a un tissu industriel tellement puissant qu'en fait, elle a, ils n'ont pas travaillé 24 heures sur 24. C'est qu'ils ont travaillé 72 heures sur 24. Non mais alors là-dessus, Farid, est-ce qu'on peut faire juste émettre, pas émettre, mais en tout cas rappeler ce qui s'est passé, parce que tout le monde a rigolé sur la Chine, sur la gestion de la crise. Mais quand on regarde bien, Farid, ils ont quand même géré à la perfection, les Chinois. Ils ont été capables de construire un hôpital en moins de 2. Ils ont géré la crise, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Le président est venu dans la ville où tout a commencé. Je veux dire, la gestion de la crise de la Chine, elle est exceptionnelle. On est vachement étonné sur la construction des hôpitaux en moins de 10 jours, si je dis pas de bêtises, des hôpitaux complets. En réalité, tous les grands pays industriels une économie militaire sont capables de ça. Alors, la Chine l'a fait, pourquoi ? Parce que la Chine est un pays autoritaire. C'est-à-dire que l'organisation politique et administrative du pays, quand le président chinois dit « je veux ça », eh ben, c'est fait quasiment à la seconde. Alors, Farid, pardon de te couper, on est rejoint par Céline Bory qui est avec nous par téléphone également aujourd'hui. Vous savez, ça y est, on a aussi c'est anxiogène cette histoire. Donc les chroniqueurs ont peur de venir dans le studio parce que on sait jamais s'il y a un virus qui traîne, hein, n'est-ce pas, ma Céline? Bonjour à tous, tu m'as dévoilé, Christophe, en fait, ouais, j'ai une trouille bleue de venir dans le studio. Ouais, voilà, c'est ça, il faut prendre les transports, tout ça, ils ont peur, nos chroniqueurs. Bon, Céline Bory, on est avec Farid Tabsamani, bonjour Farid, que tu connais, bien sûr. Et on pose la question, Céline, aujourd'hui, aux auditrices, aux auditeurs. Est-ce que la France a-t-elle tardé dans la gestion de la crise? C'est la question qu'on pose et les auditeurs sont sans appel, 87% à le penser. On est dans l'expectative de l'intervention ce soir à 20h du président de la République. Plusieurs scénarios se dégagent et qui sont sur la table. Il va falloir, Céline, qu'il annonce du lourd ce soir parce qu'il est scruté et attendu de toutes parts. Oui, effectivement, il va falloir qu'il annonce des vraies mesures. Je pense que ces 3 derniers jours, la position des Français, elle a radicalement changé par rapport à ce qu'ils disaient il y a quelques jours encore, la semaine dernière. C'est une simple grippe, il n'y a rien à craindre, mis à part pour les personnes âgées, etc. Aujourd'hui, on commence à regarder un peu ailleurs qu'en France, parce qu'on est assez auto-centré. Et pendant des semaines, on était dans le déni, et puis la France a tendance à se dire qu'on sait mieux faire que les autres. Donc, on a pris un peu nos voisins européens ou même chinois pour des imbéciles par rapport à des mesures qu'on considérait comme trop drastiques. Et malgré l'exemple de nos voisins italiens, qui sont quand même frontaliers, on n'a pas, à mon sens, su prendre les mesures qui s'avèrent être nécessaires pour protéger le pays. Et du coup, on se retrouve dans la situation actuelle où tout à l'heure, il y a la fac de Tolbiac qui a dû être évacuée, où il y a une multitude de cas qui commencent à se déclarer et où les urgences tendent à être saturées. Tiens, petite info au passage, les amis, le Real de Madrid, l'équipe du Real de Madrid en placé en quarantaine. Hein. Voilà, sachez-le. La Juve aussi, un cas détecté, quarantaine. Alors la Juve, ils font pas les choses à moitié. C'est toute l'équipe pro, même les amateurs, toute la Juventus de Turin en quarantaine. Et on annonce donc un report du match parce que là on parle de foot. Lyon qui devait se déplacer à la Juve, le report est quasiment acté et quasiment même un report de la Ligue des Champions dans sa totalité, les amis. Les conséquences vont être importantes, Farid. Alors à l'exception, on nous dit que le Festival de Cannes sera maintenu. Hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Moi, il y a juste quelque chose qui me choque. Ça fait des jours, certes on est en campagne municipale, mais qu'on voit des candidats de tous horizons continuer à maintenir leur rassemblement, leur meeting. Mis à part ce matin, j'ai vu ce qui me semble être le maire sortant de Villejuif, ou alors un candidat de la mairie de Villejuif, qui a pris ses responsabilités et qui a annulé son meeting. Tous les soirs, encore, il y a des rassemblements de campagne liés à ces campagnes, et je pense qu'à un moment donné, les élus ou les candidats de tous bords doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut plus continuer à rassembler des gens en se disant, pour s'assurer la victoire ou pas de ce week-end, quoi. Le scénario à l'italienne, Farid, évoqué par le chef donc des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, il te dit, Farid, on n'y échappera pas de toute façon. Oui, mais
je pense, mais je suis pas du tout spécialiste en la matière, mais je pense que d'un point de vue purement sanitaire, il a complètement raison. Alors après, est-ce que la décision sera prise, donc est-ce qu'elle sera assumée complètement, etc. Ça c'est un autre choix. Je pense qu'elle le sera. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump, il y a encore quelques jours, quelques semaines, il disait tout et n'importe quoi. Il disait mais en fait les États-Unis seront jamais touchés, etc. La réalité, c'est que le gars, il prend une décision complètement drastique, complètement aux antipodes de ce qu'il disait il y a encore quelques heures. Et donc c'est largement possible. La difficulté là-dessus, c'est que la réalité, c'est que vous avez le pays qui va être impacté dans tous les sens. Vous avez des gens qui vivent seuls, vous avez des gens qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls, il y a des gens qui vivent pas forcément à côté de supermarchés, etc. Donc du coup, c'est violent. J'entendais quelqu'un qui parlait de quelqu'un qui pouvait pas rendre visite à son épouse qui était dans un EHPAD, qui était dans une maison de retraite. Et il expliquait que s'il ne pouvait pas lui rendre visite, il savait pertinemment qu'elle allait malheureusement en pâtir et certainement en mourir. Donc c'est pas des blagues tout ça. Ensuite, sur est-ce qu'il fallait prendre des mesures plus tôt, pas plus tôt, je vais être un peu polémique volontairement, mais si le président de la République ou si l'exécutif avait pris la décision un peu à l'italienne, c'est-à-dire de mettre en quarantaine le pays, en tout cas certaines zones, très tôt, on aurait tout de suite critiqué et dit oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas assumer la défaite aux élections municipales. Donc, il faut pas peut-être, là, je caricature un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la décision, c'est des décisions lourdes, aux conséquences très lourdes pour la population. Et c'est toi Christophe tout à l'heure qui disait qu'il y aura un avant et un après. Je pense. C'est pas moi, c'est Bruno Le Maire. Pardon, Bruno Le Maire. Et je pense que c'est complètement vrai. Alors, l'économie était plutôt bien partie. Je pense il y avait une révolution digitale un peu qui est en train de s'opérer, même si tout le monde n'était pas forcément conscient de ce qui se passait. Mais là, en fait, ça va accélérer la chute de toute une partie de l'économie. Faut pas se mentir. Céline, là-dessus, sur l'analyse de Farid? Oui, effectivement, il a raison. On va être impacté économiquement. Mais la priorité aujourd'hui, c'est de limiter les pertes humaines, à mon sens. Donc oui, effectivement, il va y avoir un impact économique. Il va y avoir des secteurs très touchés. Mais je pense que il faut prendre la mesure du danger et prendre exemple sur des pays qui ont réussi à maîtriser cette épidémie. Je pense notamment à la Corée du Sud qui a une politique complètement contraire à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont testé en masse leur population. Il y a eu, il me semble, plus de 200 000 tests qui ont été réalisés. Oui, tu as raison d'insister là-dessus parce qu'on ne teste plus aujourd'hui en France, quasiment plus. Hein. Et en Corée du Sud, si tu veux, ils ont le taux de mortalité le plus bas par rapport au coronavirus. Je crois qu'on a 0,6 ou 0,7%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont testé en masse à hauteur de 200 000 personnes et que du coup les cas positifs ont été détectés précocement et les gens ont pu être traités de manière précoce. Aujourd'hui, on décide de ne plus tester les gens, ce qui fait que les gens vont aux urgences ou chez le médecin trop tard, et que ça engendre les décès qu'on connaît. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Italie et c'est ce qui, à mon sens, va se passer chez nous. Farid, on n'est pas mieux équipés que les Italiens. L'Italie du Nord est une région riche. Farid, Céline, nous sommes avec aussi Tarek Mami qui nous a rejoint, qui va baisser sa radio. Merci beaucoup. Tarek Mami, bonsoir, bonjour. On est dans l'expectative à quelques heures de l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, ce soir, qui a plusieurs hypothèses sur la table. Quelle est l'hypothèse la plus probable, selon vous, Tarek, pour ce soir? Alors, moi, j'ai tweeté hier, suite à votre propre tweet, cher Christophe, en fait, deux choses. La première, c'est que je pense qu'on va passer au stade 3, mais avec des mesures différenciées d'une région à une autre. Je ne crois pas le président va annoncer un stade 3 général de la même manière partout, ne serait-ce que parce que les hôpitaux n'ont pas toutes les mêmes capacités et les mêmes médecins sur tout le territoire français. Et la deuxième, je prends le pari que les élections municipales seraient reportées, en tout cas annulées pour ce dimanche, parce que le président et tous ses conseillers vont se retrouver dans une situation médicale qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'on pourra toujours aller au premier tour ce dimanche, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut s'arriver au début de la semaine prochaine. Et donc, je pense qu'il est difficile de parier sur 12 jours de stabilité comme aujourd'hui, c'est-à-dire ce dimanche-là et le dimanche suivant. Bon, en tout cas, vous allez faire la tête à notre ami Bouriaki qui passe son entretien chez nous tout à l'heure, hein, si on annule l'élection municipale. Mais au contraire, on va donner un peu plus de temps à notre Bouriaki.
de manière à ce qu'ils continuent à enfoncer le clou contre les adversaires, puisqu'elle est en forme, et il aura encore plus d'arguments pour dire que la municipalité n'a rien fait, n'a rien prévu. Donc il va être content, moi, je pense. Bon, alors Farid Céline Tarek ici, donc est-ce que vous pensez, Tarek, c'est la question qu'on pose aux auditeurs, et les auditeurs ont été tranchants pour le coup, est-ce que vous pensez que la France a tardé dans la gestion de la crise de ce coronavirus quand on voit les exemples des pays voisins? Et moi j'aime bien citer la Chine en exemple parce qu'ils ont été quand même d'une immense efficacité dans la gestion. Alors moi, je ne pense pas que la France soit en retard dans la prise de décision. J'allais dire, je pourrais vous répondre ce soir à 22h après le discours du président, mais il faut toujours revenir aux cultures de chaque pays. Et les Chinois ont une culture beaucoup plus stricte, fermée. Quand on leur dit de ne pas sortir, ils ne sortent pas. Alors ce qui est étonnant, par contre, c'est que cette indiscipline méditerranéenne italienne a été plus ou moins respectée par les Italiens. Donc je pense que les Français aujourd'hui regardent plus du côté de l'Italie que du côté de la Chine. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige comme l'indique le chef des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière à un scénario à l'italienne? Est-ce que c'est possible en France selon vous? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que tout le territoire français, c'est-à-dire de Dunkerque à Tamanrasset, comme disait le général de Gaulle, mais ça s'arrête juste à Marseille, que ce soit possible. Mais je pense qu'il y a des endroits où il y aura des décisions beaucoup plus lourdes que dans d'autres. Par exemple, les auditeurs le savent très bien, mais on ne suit pas toujours tout. Il y a des éléments qu'on peut prendre en considération. Le premier, c'est que dans l'Oise, ça fait déjà pratiquement une semaine que tout est fermé et pour 15 jours, donc à la quarantaine. En Corse, alors, ils ont rentré l'interdiction de 50 personnes, de tout rassemblement de 50 personnes, ce qui n'est pas encore le cas à Paris. Et donc, ça viendra, je pense, au fur et à mesure, selon, j'allais dire, la régionalisation de la maladie en France. Donc, je ne pense pas qu'on puisse passer à un schéma à l'italienne. Et d'ailleurs, même l'Américain, au début, le président Trump, rigolait, se moquait et disait, c'est pas à nous que ça va arriver, nous, on n'est pas les Chinois comme ça. Et ce matin, à 2h du matin, ils prennent une décision très ferme, sauf qu'elle n'est pas ferme, puisqu'elle n'inclut pas les Anglais. Donc, oui, toutes ces décisions politiques, quoi. Ouais. Voilà, ce sont des décisions politiques et proposées donc selon les régions et selon l'importance de la région. Mais par contre, je pense que en théorie, il faut suivre les spécialistes. Et si le médecin donc de l'épidémiologie à l'hôpital Saint-Salpêtrière donne le conseil, on doit l'écouter. À chacun son métier, comme tout le monde. Farid, je t'entendais réagir. Oui, non, mais en fait, j'entends pas bien mon ami Farid. Hein. Ouais, salam, cher Tarek. J'ai pas le retour de Farid. Ah bah si, on l'entend très bien, mais parce que vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, mon cher Tarek, c'est pour ça. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je suis du côté du magasin Apple pour mon Mac. Ah, d'accord, il fait réparer son Mac, Tarek, ma vie. Il faut bien avoir l'instrument, surtout si on va au confinement total. Il se prépare. Avoir un Mac qui marche qu'un Mac qui déconne pendant les 14 heures qui viennent. Bon, alors parle bien fort, mon Farid, vas-y. Ouais, non, ce que je voulais dire sur le Royaume-Uni, pourquoi Donald Trump, en fait, n'a pas inclus le Royaume-Uni, les gens doivent savoir, c'est que le Royaume-Uni, c'est une île. Et donc, du coup, c'est l'avantage d'être insulaire, c'est-à-dire que, potentiellement, on peut limiter le risque. Alors, certains vont me dire, oui, mais la Corse est gravement touchée aujourd'hui par le coronavirus. La Corse est beaucoup plus proche de l'Italie, les relations sont très fortes en termes de proximité avec l'Italie. Bon voilà, mais effectivement Donald Trump c'est une décision purement politique, c'est aussi une manière de dire vous êtes aussi le Brexit en fond, c'est-à-dire que nous sommes vos véritables alliés depuis que vous êtes sortis de l'Union européenne. Après, je pense qu'il faut prendre aussi en considération la densité de population qu'on a dans certaines régions. Je pense que le nombre de cas recensés en Ile-de-France est minimisé par rapport à la réalité vu la densité de la population. Oui, parce qu'on ne fait plus de tests, on le rappelle, on ne teste plus en France. On a cette politique de ne pas tester ou de tester que dans des situations bien particulières pour des personnes qui ont quand même des pathologies assez graves et par exemple pour des personnalités, on le sait, voilà, pour des personnalités qui ont été testées. Accèdent très rapidement à des tests. Accèdent très rapidement, effectivement, à l'image d'André Chassaigne, de député qui a été testé positif au coronavirus. Hein, pardon ?
Ou Nicole Belloubet. Oui, négatif pour elle. Négatif. Négatif pour la Oui, mais en ministre de fait, la elle a Justice. été testée rapidement. Oui, le ministre la ministre de la Culture, hein, Franck Riester, qui est positif, lui. Voilà, le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, positif. Alors, ni positif ni négatif. Pas en quarantaine. On attend, on est en suspicion, voilà. Ouais. Donc, on attend de voir, en tout cas, demain, on y verra un peu plus clair. C'est vrai que même nous, on est on est dans l'expectative, parce que si demain, par exemple, il y a l'annulation des municipales dès ce soir, on va annuler notre plateau de demain. Donc, on va devoir un petit peu gérer suivant ce qui va se passer ce soir. Bon, en tout cas, un dernier mot chacun sur ce que doit dire Macron ce soir. Si vous étiez Macron, Tarek Mami, vous diriez quoi aux Français ce soir à 20h? Alors, je commence à dire que je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit mon ami Farid, mais comme en général, on n'est jamais d'accord ensemble sur le début de la discussion, ah bon et qu'on termine à la fin d'accord, parce qu'on arrive aux mêmes conclusions, mais par des chemins différents. Moi, si j'étais le conseiller du président Macron, et c'est un poste que je n'envie pas, que je ne vise pas, dont je ne rêve jamais, serait effectivement de procéder à l'entrée donc en stade 3 différencié, comme si j'ai bien compris, c'est Audrey qui a dit un mot selon l'intensité de l'infection par région. Et la deuxième chose... Céline. Je sais pas, bon, j'ai pas entendu la voix, donc je m'excuse. C'est Céline Bory. Céline, oui, bonjour Céline. Donc si j'ai pas identifié, et je m'en excuse. Et la deuxième, je suis moi pour l'annulation de l'élection, parce qu'on ne peut pas jouer au poker et faire le premier tour et dire on va attendre pour voir qu'est-ce qu'on fait au deuxième. Sinon, c'est la boutade du jour avant de terminer, cher Christophe. On se retrouverait dans le schéma des élections algériennes depuis 1992. On fait un premier tour, on s'arrête. Farid, tu es le président de la République ce soir, tu dis quoi aux Français? Moi, la chose, si j'étais Emmanuel Macron ce soir, c'est que je m'emploierais à rassurer la population. L'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que en France, vous savez pertinemment qu'il y a les gens comme vous et moi qui sommes surinformés. Donc du coup, on est très conscient des choses. Mais vous avez beaucoup de Français, de citoyens qui vivent notamment dans les provinces, parfois reculés, et qui, eux, ont besoin d'être rassurés. Celles et ceux qui potentiellement commencent un peu à paniquer. D'accord, donc Farid, toi t'es plus sur une pente de rassurer les Français. On verra ce qu'en pense Brigitte Bory dans un instant pour ce qu'elle pourrait dire aux Français. Non, je plaisante évidemment. Céline Bory. Tu m'as appelé Brigitte. Oui, Brigitte. Dans un instant, vous saurez ce que Céline... France Maghreb 2, France Maghreb 2. 16h58, vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est le grand forum, ravi de vous retrouver évidemment, et on est à 3 heures maintenant du discours du président de la République, un discours solennel, et on a lancé les paris, on a demandé à Tarek Mamif, Farid Temsamani, Céline Bory de nous dire s'ils étaient de se mettre dans la peau du président pour savoir ce qu'il pourrait faire et annoncer aux Français. Tarek Mamif nous prévoit lui un report de l'élection municipale, c'est effectivement sur la table, ça a été évoqué par le JDD, donc le basculement ou le passage au stade 3 selon l'importance et dans certaines régions. Farid, lui, est plus du côté d'essayer de rassurer les Français pour leur dire tout va bien, mais bon, en fait, tout va pas bien. Alors que Céline nous propose quoi, elle, si elle était Emmanuel Macron ce soir, 20h? Écoute, moi, je pense qu'il faut reporter en tout cas ces élections municipales. On est d'accord là-dessus, Farid, t'es d'accord? Il faut annuler l'élection municipale, enfin la reporter plutôt? Moi, je pense qu'elles auraient dû être annulées il y a pas mal de temps, effectivement. Donc il faut le faire, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ça arrive même trop tard à mon sens, mais je pense qu'il faut le faire. Qu'il faut interdire, bien évidemment, tous les rassemblements et les manifestations, parce que je reçois encore des invitations, y compris d'élus, pour des rassemblements prévus ce week-end. Oui. Effectivement, parler de confinement dans les régions où ça est nécessaire. Alors peut-être pas partout, comme l'a dit à juste titre Tarek, mais je pense que notamment dans des régions comme la nôtre, en Île-de-France, où on a beaucoup de cas et une densité de population très intense, avec des transports en commun importants, il faut prendre les mesures nécessaires. Il faut fermer les transports, Céline? Ça a été le cas dans beaucoup de pays. Et je pense que c'est des lieux où effectivement la propagation du virus et la contagion, on voit la densité, la proximité qu'il y a dans les RER et dans les métros parisiens. Ah oui, je le vois tous les jours. On peut pas le nier. Donc si effectivement ça va impacter l'économie, mais à un moment donné il faut gérer la priorité. Et notre pays doit pouvoir le faire. Alors rassurer, Paris dit qu'il faut rassurer les Français. Il faut les rassurer, mais tout en les responsabilisant et en responsabilisant tout à chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois encore des gens qui se font la bise,
qui prennent pas la mesure, je pense, du danger, si ce n'est pas pour eux. Très honnêtement, moi le premier, je te dis honnêtement, mais bon, après, voilà. C'est pas un exemple à suivre, je dis pas que c'est un exemple à suivre. Encore une fois, il y a des gens en très bonne santé, plus ou moins jeunes, qui risquent rien. Moi, je suis pas inquiète pour moi personnellement, mais on a tous dans notre entourage des personnes vulnérables ou des personnes âgées qu'on se doit de protéger, en tout cas, et chacun doit prendre ses responsabilités. Tout à fait. Nous ne sommes pas que des individus. Bon, merci Céline Bory, merci mon pari de Tab Samani. Merci à tous les deux d'être venus à la rescousse. Bon, si on est confiné, je sais pas comment on va faire le LGF. Bon, on va réfléchir. On va penser à Home Studio. Ah ouais, ça serait bien ça. Ouais. Avec les masques et tout, on aurait de sales têtes à la radio. Avec les masques et tout ça. Bon, en tout cas, merci ma Céline. Et ce soir, évidemment, sans nul doute, vous serez devant la télé à 20h pour regarder et écouter ce que va nous dire le président, évidemment. Je pense que pour une fois ce soir, on va tous regarder le même programme. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être l'une des rares fois où d'habitude ça fuit dans la presse en disant oui, il va dire ça, donc c'est pas la peine de regarder, on sait tout ce qu'il va dire. Là, on sait pas. Il est en panique. Ils sont en panique, l'exécutif, là. Ouais. Bon, merci beaucoup, en tout cas, et on espère qu'on aura quand même des gens responsables, parce que c'est son rôle aussi, le président de la République, d'être responsable et de prendre des choses à leur juste valeur et manière. Merci beaucoup à tous les deux. À très vite, mes amis. À bientôt. Salut Farid, salut Céline. Allez, on va changer de sujet, et d'ailleurs, on va parler de l'émission Pékin Express, qui, pour la petite histoire, cette saison s'est déroulée en Chine. Bon, alors je rassure tout le monde, ça s'est passé évidemment avant la propagation du coronavirus, et elle est diffusée en ce moment tous les mardis soirs. Pourquoi je parle de Pékin Express? Parce que le rendez-vous d'Anna, c'est maintenant, et on va parler de Pékin Express. On vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Anna Guézard-Boicaz, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Alors, ma chère Anna, on parle de Pékin Express, l'émission diffusée donc en ce moment sur M6 le mardi soir. Mais on va parler d'un candidat à Pékin Express qui est avec nous aujourd'hui dans nos studios. C'est beaucoup plus sympa que de faire du stop toute la journée. Mon invité aujourd'hui est un battant, un homme que rien n'arrête, un amoureux de l'aventure, un excellent coach physique et mental. Ses vidéos accumulent des millions de vues sur Internet, mais pas que. Il est aussi connu pour avoir participé 2 fois, Christophe, à l'émission Pékin Express. Avec Oussama, la première. Sur M6, voilà, ça se voit que tu suis l'émission. Ah bah ouais, je suis obligé à la maison, on regarde que ça. Dont il a été finaliste en 2018 et une autre participation remarquable en 2019. Nominé meilleur candidat de Pékin Express 2018 à Monte-Carlo. Mehdi Berhiaoui est avec nous aujourd'hui dans les rendez-vous d'Anna. Bienvenue Mehdi. Bonsoir Christophe, bonsoir Anna, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Beaucoup. Bon, en tout cas, je suis très ravi d'être là avec vous. Vraiment, ça me touche énormément. Vraiment. Depuis le temps que je vous suis. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, pourquoi pas, il faut oser pour venir. Il nous envoie tout le temps des commentaires sur les lives sur la page Facebook Christophe le Grand Forum. Absolument. Nous sommes en direct. Mehdi, l'aventure Pékin Express, on le disait la première fois, c'était en 2018 avec Oussama. Oui. Oussama, c'était un copain. Oussama, c'est un ami d'enfance. Voilà, oui, un copain, un ami d'enfance. Malgré qu'on a 13 ans de différence. C'était où? Rappelle-nous. Alors, c'était en Malaisie. Ouais. Aux Philippines, et les phases finales c'était au Japon. D'accord. Donc une belle région, un bel endroit. Un bel endroit. Surtout c'est une belle aventure, surtout humainement. Humainement on se découvre de plus en plus. Avec Anna, nous sommes des gens curieux et on veut savoir et connaître les coulisses de cette émission, parce que effectivement on a le rendu de ce qui se passe à la télé, Anna. Oui. Mais on aimerait bien savoir comment ça se passe réellement, Et franchement, on vous laisse en galère si vous trouvez personne chez qui dormir le soir. C'est vrai que vous voyez pas tout ce qui se passe à la télé, bien sûr. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand on trouve pas d'habitation où dormir, de toute façon, on dort dehors. C'est comme ça. Oui, bien sûr, c'est des règles. La prod ne. Non. Vraiment, c'est vraiment structuré, c'est vraiment carré. Il n'y a pas de faille. Donc, ils nous laissent libre arbitre. Donc, à nous justement de se débrouiller, aller voir les gens. On va dire de se vendre, mais comme je dis à certains candidats qui étaient avec moi, je leur ai dit que le plus important c'est que quand votre cœur il est sincère, c'est pas les portes des gens qui vont s'ouvrir, mais ils vont vous ouvrir leur cœur et vous allez voir, il y a tout qui va pas se passer. Mais nous savons, on a eu de la chance. On n'a pas dormi une seule fois dehors, sauf au Japon. Voilà, au Japon ça a été très très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est très structuré, ils sont très carrés.
Donc eux, ils ont leur habitude de fait. Ils n'ont pas l'habitude du stop. C'était interdit de faire du stop. On s'est fait courser par des policiers qui nous ont dit c'est pas possible, hors de question. Donc obligé d'aller courir à droite à gauche. Mais alors pour trouver une maison, on a dû faire au moins 10 Et vous pouvez pas tricher, genre laisser un petit billet à droite à gauche. Non, franchement, parce que si ça couler douce dans un 5 étoiles. Non, même pas. Vous pouvez pas. Mais en fin de compte, voilà, quand ils disent 1 euro par jour, oui, c'est vrai, c'est 1 euro par jour. Après, c'est à nous, libre arbitre, de s'arrêter, de manger, de boire. Mais le souci, c'est que... Alors, Mehdi Meyaoui, vous portez plusieurs casquettes. J'aimerais parler de la première. Vous êtes un ancien militaire pendant 19 ans de votre vie. Oui, ah oui. Ouais. J'ai bien fait mon travail, Christophe. J'ai bien cherché dans le passé de... Exactement. 19 ans. Exactement. Ça n'a pas été voulu au fait, hein, vous savez. Donc, en fin de compte, moi, j'étais prédit à devenir footballeur professionnel. Voilà, je viens d'une famille qui faisait du sport de haut niveau en Algérie. Dont mon père qui a joué le Mouloudia en Algérie. Et d'une famille d'hommes politiques aussi, mais on en reparlera après. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et en fin de compte, je n'ai pas eu la chance d'y accéder parce que ma mère, elle avait peur. Je suis seul garçon. Elle avait peur que je parte et qu'elle se retrouve toute seule. Oui. Et en fin de compte, j'étais tellement déçu qu'il fallait que je trouve une solution. Je ne me voyais pas rester à Paris justement pour rester dans un quartier où ça n'allait pas, la délinquance. Je ne voulais pas me mélanger à ce genre de ces situations. Donc je me suis dit, Mehdi, je pense qu'il est temps de partir. Il est temps que tu deviennes un homme et surtout aller voir d'autres personnes qui vont t'apprendre c'est quoi la vie et surtout à changer mon langage parce que je parlais très mal en étant jeune. Ouais. Je vais pas vous mentir. Donc grâce à Dieu, j'ai pris les choses en main. Et j'ai cru en moi. Et je savais qu'il allait se passer quelque chose. Alors je me suis dit, Mehdi, si tu veux réussir dans la vie, va te faire botter les fesses. Tout simplement. Et je suis parti. Alors Mehdi, vous êtes né ici en France, mais vous êtes parti vivre en Algérie pendant combien d'années ? 13 ans. 13 ans. Donc j'imagine que votre Pékin Express, vous l'avez fait au début en Algérie. Oui, exactement. C'est ce qui vous a préparé pour... oui, voilà, j'étais entouré de ma famille là-bas à Alger. Voilà, donc moi je peux vous dire que ça s'est bien passé ici en France. Voilà, à ma naissance, j'ai eu une maladie. J'étais, je suis né avec une disqualification des os, j'avais beaucoup de glaires dans les poumons, etc. Et ma grand-mère, ça l'a tellement chagriné qu'elle a voulu me récupérer. Et en fin de compte, c'est ma grand-mère, mon père, la famille qu'il y avait autour, on va dire, qui m'ont donné une deuxième vie. Alors je me suis dit, pourquoi la gâcher cette vie-là ? En plus de ça, c'est là-bas. Parce que c'est là-bas vraiment en Algérie que j'ai appris les vraies valeurs. L'éducation et surtout le respect et l'amour des gens. C'est magnifique. Je ne peux être que d'accord. Hein. Alors, Mehdi, vous êtes aussi le petit-fils de l'ancien ministre Mohamed Allem. Exactement. Voilà, mon grand-père, c'est un ancien ministre, c'est lui qui a créé le FLN Football en 1950 et après qui a été président de la fédération de boxe en Algérie. Et après, il est passé au statut au-dessus, il est devenu ambassadeur. Il était ambassadeur avec l'ancien président Bouteflika, qu'ils ont été justement au Maroc. Ils ont côtoyé l'ancien roi Larhamou Hassan II. Oui. Il devait être après, en 87, je me rappellerai toute ma vie, président à la place de Chadli Benjedid. Mais il l'a refusé. Il m'a expliqué plus tard qu'il a voulu protéger sa famille, parce que là-bas, dans les années 88, 90, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est là que les événements, il a commencé à un petit peu avoir ça a commencé à se détériorer. Donc il a protéger sa famille que protéger sa vie politique. Et s'il était encore en vie, vous aurez laissé faire Pékin Express ? S'il était encore en vie, j'aurais voulu que mon grand-père qu'il soit avec moi. Oh. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour faire comment on va définir un bon aventurier de Pékin Express ? Il faut quoi ? Être sportif ? Il faut être endurant ? Il faut être quoi ? Il faut avoir du cœur. Ouais. Il faut être séducteur, j'imagine, pour séducteur, aussi, non, pour séduire les familles. Non, pas séduire les familles, parce qu'en fin de compte, que pour quelqu'un nous ouvre la porte, il faut pas faire semblant, parce que moi, quand j'ai dit aux candidats là-bas, je leur ai dit qu'on ne sommes pas des acteurs. Nous sommes des êtres humains, on est là justement pour déjà visiter le pays, si on a le temps, bien sûr, parce qu'on est focalisé sur la course, mais surtout, il faut être humain. On nous amène dans des endroits où c'est vraiment pas dans la ville, mais vraiment dans la jungle, à RPI. C'est là que réellement les gens... Mais quelle est la difficulté de cette émission, de cette aventure ? La difficulté, franchement, déjà, il faut avoir le mental. Le mental, c'est important, c'est très important, parce que vous pouvez être très très bon physiquement. Si le mental ne suit pas, vous n'allez pas y arriver. Je vais poser une question bête. Oui. Mais si on a des besoins pressants en pleine journée, on fait comment ? On se retient. Personnellement, je vais pas vous mentir, mais voilà, je vous raconte une anecdote. J'étais dans la voiture. Il y a des familles qui nous écoutent, hein. Oui, je vais rester poli quand même. Voilà. De l'eau, on vous donne de l'eau. À Pékin Express, de l'eau, ils vous donnent, il n'y a pas de souci. Mais à manger, ils vous donnent pas. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment, c'est la guerre. C'est la guerre des nerfs, tout simplement.
Voilà, c'est focalisé sur la course. C'est le premier arrivé, premier qui gagne. Ouais. Tout simplement. Et donc, ça t'est arrivé donc d'avoir. Moi, ça m'est arrivé dans un véhicule avec une famille. Donc voilà, et j'étais obligé de vider ma bouteille. C'est même pas d'eau. J'avais une bouteille de, comment ça s'appelle, de la crème mix à bébé. Ouais. Je l'ai vidée, j'ai fait mes besoins, j'ai ruiné dedans. Voilà, tout simplement. C'était soit ça ou soit je faisais ça dans la voiture. C'est bon, t'es content, Christophe, t'as eu ta réponse. Bien sûr que j'ai eu ma réponse. Chez nous maintenant. Non, tu vas bien. Non mais c'est des questions comme ça qu'on se pose, qui sont toutes bêtes. Mais donc si on croit Mehdi, aujourd'hui, tout ce qu'on voit à la télé, finalement, toutes les difficultés sont bel et bien réelles. Non, vraiment, c'est bien réel. Donc il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de trucage. Vraiment, c'est déjà juste au niveau des conditions, au niveau de la production. Franchement, ils font un travail, mais pas ordinaire, mais extraordinaire. C'est des gens bien, c'est des gens qui vous rassurent, parce que pendant l'émission, avant qu'elle commence, ils viennent vous voir, ils discutent avec avec vous. Voilà, ils vous disent, est-ce que ça va? J'espère que vous n'allez pas abandonner. Faites votre maximum, etc. Mais est-ce que vous dites ça parce que vous avez signé un contrat aussi? Non. Les protège, hein? Non, même pas, franchement. Parce que peut-être qu'il va y avoir encore une autre participation, il faut pas les fâcher. De toute façon, moi, j'ai glissé un mot, tout simplement. Je leur ai dit que moi, ma meilleure revanche, je l'attends avec impatience. Et j'espère, je leur ai dit, j'aimerais la faire avec ma sœur, parce que vous savez très bien que j'ai fait Pékin Express pour ma sœur qui était malade, un cancer. Donc moi, c'est pour elle que j'ai fait ça. Donc pendant l'interview en pleine émission, j'ai dit, si je me bats là actuellement, j'espère que tu me regardes, je me bats pour toi. Alors si moi j'y arrive, donc toi tu vas y arriver, tout simplement. Ça dure combien de temps en tout, l'aventure? Ça peut durer, Pékin Express, ça dure entre 3 jours et 45 jours. Alors 3 jours, pourquoi? 3 jours, la première étape. Si vous êtes éliminé, vous rentrez chez vous, tout simplement. Parce qu'avant c'était éliminatoire, le dernier arrivé, dernier éliminé. Maintenant ils ont mis le système, le duel final. C'est vrai que c'est un petit peu stressant. Pourquoi? Parce que celui qui arrive deuxième, il peut être choisi par le dernier. Est-ce que c'est plus facile pour une femme ou un couple de faire Pékin Express? Parce qu'on a tendance à faire confiance plus aux femmes, ou les couples ils sont plus rassurants. Par contre, que 2 hommes comme ça, étrangers, c'est un peu plus difficile. Vous allez trouver ça insolite, mais vous avez raison, parce que je vous prends vous, par exemple, Anna, vous êtes une belle femme, vous allez dans un pays avec une amie à vous, on va prendre vous que moi. Il faut dire ce qui est. Heureusement. Voilà. Non, je vais ça. Non, mais c'est la stricte vérité. Dans ma saison en 2018, il y avait 2 filles belges, 2 blondes, yeux bleus. En Malaisie, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Mais justement, j'ai demandé autour de moi, et on m'a dit, beaucoup de personnes pensent qu'ils devraient faire un Pékin Express homme et femme. Ça serait plus, c'est loin d'être sexiste ou quoi que ce soit, mais c'est plus juste en fait envers non, même pas, les participants. Non, même pas. C'est vrai que au niveau du stop, les femmes elles ont plus de chance. Tout simplement. En même temps. Parce que nous, les hommes, voilà, pendant une compétition, on est agressifs. Toi le premier, Mehdi. Tu prendrais plus une femme dans ta voiture qu'un homme. Après. Non, mais sois honnête. Non, mais moi, je suis honnête. Moi, je reste humain. Moi, je prends un homme et une femme. Ça me dérange pas. Oui, mais si t'as à choisir. Si quelqu'un en difficulté, je prends les deux. Ça me dérange pas du tout. Non, mais franchement, là, je vous parle sincèrement. Mais sinon, là-bas en Malaisie, franchement, les gens, ils étaient exceptionnels. Ils faisaient. Et permettez-moi la question. Tu es français d'origine algérienne, d'origine maghrébine, et ça se voit. Ça se voit physiquement. Comme la voix, celle-là. Celle-là, elle est bien placée. Physiquement. Celle-là, par exemple, quand vous êtes au Japon ou en Chine, ça se ressent. Ça se ressent. Mais est-ce qu'on fait confiance facilement à un arabe? Déjà, regardez. Disons les choses telles qu'elles sont. D'accord, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais vous dire, le Japon, c'est un pays raciste. Je vais pas vous mentir. Ils n'aiment pas les musulmans, ils n'aiment pas les Africains. Ça, c'est clair et net. On nous l'a fait comprendre. Après, c'est une minorité, bien sûr. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais là-bas, ça a été catastrophique. On a arrêté sur l'autoroute 200 voitures. Et tous, ils nous disaient non. Ils nous faisaient les signes de la main. Dame. Non, c'est pas possible. À un moment donné, intérieurement, je suis en train de pleurer. Ah oui. C'est pas possible. On a 2 heures d'avance. Les autres, ils sont derrière. Il y a personne qui s'arrête. Et d'un seul coup, on voit une voiture qui s'arrête. Pour lui dire. Vous auriez dû sortir un sac de luxe, ils se seraient tous arrêtés. Non, même pas. Même pas, parce que voilà, c'est là-bas, comme je vous dis, au Japon, c'est structuré. Il faut que ça soit poli, le bord de la route. Hyper discipliné. Arigato gozaimasu. Là, c'est vraiment, il faut se pencher, dire pardon. Est-ce qu'on peut? Non. Mehdi, toi qui as fait l'aventure Pékin Express et à 2 reprises en plus, est-ce que tu penses qu'un Pékin Express serait possible en France? J'ai beaucoup de doutes. Alors un Pékin Express en France, je ne pense pas du tout, parce que c'est pas la impossible, France. C'est pas la France. C'est pas la culture. C'est pas la France il y a 20 ans.
Excuse-moi de te dire ça. Pourquoi? Parce que avant les gens ils étaient plus ouverts. Maintenant les gens quand on frappe à leur porte, c'est un autre dialogue. Ouais, ils t'appellent les flics même. Ils t'appellent les flics. Moi, quelqu'un qui frappe à la porte, il me dit j'ai faim, je dis viens rentre mange. Après c'est pas tout le monde qui a la même mentalité. Ouais. Mais sinon c'est très difficile parce qu'il y a eu un candidat de Pékin Express, un Belge, Ludovic. Il a fait le Paris Express Paris-Marseille. Mais il a vu les difficultés justement des régions françaises, comment les gens ne l'accueillaient pas. Il a dit je suis là en France. Donc... Peut-être dans les campagnes profondes, je sais pas, dans les montagnes. Écoutez, j'étais dans un endroit que je connaissais même pas, qui s'appelle Saint-Chili-d'Apché dans le 48. On m'a fermé toutes les portes. Voilà, tout simplement. On m'a dit que non. Voilà, t'as pas le faciès non plus. C'est pas grave. T'as pas le faciès non plus. Non, ça veut rien dire ça. Non, quel a été le moment le plus dur de l'émission, de toutes les émissions? Vraiment rien, franchement rien. Parce que je vais pas me vanter, mais j'ai un physique de malade mental. Moi j'ai un cardio, je travaille ça tous les jours. Mais surtout moi c'est la danse et la tête. Quand j'ai un objectif, quand je suis déterminé à aller quelque part, et surtout pour la famille, il n'y a rien qui m'arrête. Moi la seule peur que j'avais là-bas à l'émission, c'est que mon binôme me lâche. Parce que je sais que physiquement il n'était pas au top. Je voulais le pousser. Mais vraiment au-delà de ce qu'il peut espérer dans la vie, c'est limite. Je voulais le frapper au niveau du mental. Mais ça va, il a tenu. Après, il a été blessé. Ça, c'est rien, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que ceux qui gagnent Pékin Express le méritent? Ceux qui gagnent Pékin Express, bien sûr, ils le méritent tous. Parce que c'est le cœur qui parle. Et j'ai toujours dit, quand on gagne avec le cœur ne ment pas. Tout simplement. On peut être stratège quand même, Mehdi, un peu. Après, voilà, il y a des, je vais pas vous dire, il y a des clans qui se montent, etc. Moi, personnellement, j'étais avec le vieux Maurice et Thierry, le père et le fils. Quand même, le père, il avait 82 ans. Je sais que ça a été mal pris par la production parce que j'ai fait du stop pour eux. Moi, ça m'a fait de la peine. Je me dis, c'est comme mon père. On était en plein milieu de la jungle. Il a été brûlé quand même au 2e degré. Il faisait 48 degrés. On voulait sortir d'une activité très, très physique et très dense. La pirogue de 8 km quand même. Moi, ils m'ont dit que j'étais un extraterrestre parce qu'apparemment, ils ont jamais vu quelqu'un pagayer aussi vite comme ça pendant 1 heure. Ils ont dit, c'est impossible. Je suis arrivé, mais quand j'ai vu le papa, moi, je l'appelais papa. Je me dis, je peux pas laisser mon père en plein milieu de la jungle en train de mourir. On a eu la chance, mais vraiment, une chance inouïe. 2 voitures en 8 heures. Et les 2 seules voitures, c'était pour l'équipe à eux et pour nous. Avec Oussama et moi. Et on est partis tous les deux. On est arrivé à un endroit, il y avait une maison en plein milieu de la jungle. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? On est des êtres humains. Donc on a laissé la maison, le père et le fils, et nous on a dormi sur le trottoir. Mais alors une question aussi importante, parce que bon, évidemment vous êtes filmé, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a un caméraman qui est en permanence avec vous? Vous avez des caméras portatives sur vous? Comment ça se passe? Non, il y a un caméraman tout le temps avec nous. Donc quand vous faites du stop, c'est pas pour 2, c'est pour 3 alors. Exactement, oui, exactement. Quand on fait du stop, c'est pour 3 personnes. C'est-à-dire, il faut avoir le réflexe de décommande, d'enlever le dossier du côté passager pour que le caméraman puisse poser sa caméra face à nous pour nous filmer. D'accord. Et ça, on le voit pas à la télé, par exemple, que je suppose qu'il faut que vous négociez parfois pour le caméraman, non? Ah non, même pas. Je leur dis directement. Je leur dis directement, voilà, tout simplement que c'est une émission télé, c'est une émission française. Y compris pour aller dormir chez les gens, il faut être 3 aussi. Enfin, le caméraman, il vient avec vous? Non, du tout. Non, en fin de compte, c'est juste pour 2 personnes, pour mon binôme et moi. D'accord. Et après, en fin de compte, le caméraman, il rentre à l'intérieur, il filme ce qui se passe. Et la nuit, il va dormir ailleurs. La nuit, il va dormir là où il doit dormir avec la production. Et d'accord. Il reste là-bas. Après, il revient le lendemain matin. Quand vous participez à ce genre d'émission, vous recherchez quoi? C'est l'adrénaline, l'aventure? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Franchement, il y a plein de choses. Mais écoutez, moi, je peux pas vous expliquer parce que j'ai été militaire pendant 19 ans. J'ai fait plus de 56 pays quand même. Donc, j'ai voyagé énormément. Je connais un petit peu pas mal de cultures. Mais vous savez, dans ce genre de choses, on est toujours à la recherche de soi-même. Il nous manque ce petit quelque chose. Il y a pas de compte, moi, ce qui me manquait, c'est... Je connais pas encore mes limites, je vais pas vous mentir. Je sais que le corps humain il n'a pas de limite. Si on l'amène bien là où il faut, il va nous amener où on veut. Qu'est-ce qui va se passer pour toi là, pour la suite, Mehdi? Alors là, qu'est-ce qui va se passer pour moi actuellement? Je suis en train de préparer justement mon diplôme de coach mental. Je suis entouré de professionnels justement. Et grâce à mon manager Ibrahim Assissé, que je salue parce que il m'a jamais lâché, il a toujours il croit toujours en moi, il sait que le potentiel que j'ai. Oui, j'ai un projet d'émission qui me tient à cœur énormément. Dans les médias? Dans les médias, j'aimerais créer ma propre émission, mais je l'ai déjà. Voilà, tout simplement. Ah, tu l'as déjà? Moi, j'ai tout écrit déjà, le synopsis, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Ça ressemblerait, c'est une aventure, un jeu d'aventure? C'est pas un jeu d'aventure, mais ça c'est un autre projet à part que j'ai déjà écrit aussi avec un ami. Je vais pas vous en parler, c'est qui? Avec un ancien candidat de Pékin Express que je suis en contact avec lui actuellement. On est en train de récolter des fonds, ça commence à bien venir.
Et l'émission que je suis en train de préparer, c'est sur le bien-être des gens. D'accord, sur le bien-être, une émission sur le bien-être, très bien. Une émission sur le bien-être, sur la motivation surtout, parce que on vit dans une société où les gens ils ont perdu cette confiance en soi. Oui, absolument, oui. Alors Anna, le temps passe super vite. Si t'as encore deux ou maximum questions pour Mehdi qui est avec nous aujourd'hui. La première question, je voudrais savoir par rapport aux vidéos qui accumulent des millions de vues sur YouTube, du développement personnel. C'est un truc de fou, hein. Oui, c'est un truc de fou. Je sais pas comment ça s'est passé. Franchement, je vais pas vous mentir, ça a été fait inconsciemment. Pourquoi ? Parce que voilà, j'étais dans un parc, j'étais contacté par un ami qui s'appelle Human Naj. C'est un Algérien aussi, pareil. Actuellement, il est en train de faire le tour du monde. Il revient de Djibouti, là il est parti à la Quand il Réunion. reviendra, on aimerait bien l'inviter pour qu'il nous parle de son expérience. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Et en fin de compte, on était assis, on discutait, et inconsciemment, voilà, je suis en train de penser à mon père, qu'il repose en paix. Et j'ai toujours dit que le dialogue du cœur ne monte pas. Donc j'ai parlé avec mon cœur. Les gens, la plupart, ils m'ont dit, est-ce que tu as écrit quelque chose ? Je leur ai dit non. Mehdi est avec nous dans un instant. On termine, ma chère Anna, pour les 2-3 questions en speed avant d'accueillir notre candidat d'aujourd'hui, Philippe Bouriaquet, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF avec Anna Guézard-Boicaz, on est dans plein cœur des rendez-vous d'Anna qui est avec nous aujourd'hui, et son invité Mehdi, le finaliste de Pékin Express, celui, vous vous en souvenez, qui était avec Oussama dans la saison 2018-2019, et en 2019 c'était un Pékin Express un peu particulier, hein, Mehdi. C'était en fait on vous a mis avec d'anciens candidats, c'est ça ? Voilà, exactement ça. Et ça va, t'as une belle pioche. Déjà ça va être une belle histoire. Pourquoi ? Ça va durer 2 secondes, hein. Je ne devais pas y aller parce que mon ancien partenaire il est parti faire de la télé-réalité, et ça a tout chamboulé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand je parle d'audace, donc je suis parti voir M6, je leur ai dit, moi vous allez me prendre dans votre valise, vous allez me trouver n'importe qui, vous allez me prendre. J'ai signé un contrat, il est hors de question, vous allez m'enlever. Ils m'ont dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit j'espère que t'as pas peur. Je leur ai dit non. Donc on m'a mis quelqu'un qui avait déjà fait 2 Pékin Express, c'est Wang, que j'embrasse énormément. Ça s'est bien passé ? Mais super bien passé, mais c'est un amour de garçon. C'était extraordinaire. C'est vrai que c'est pas une course. On visite et on présente le pays. Ça a été Guatemala, Costa Rica et la Colombie. C'est super, non ? Comme endroit. C'est magnifique. Mais moi, en tant que compétiteur, des fois, des fois, j'avais l'adrénaline qui montait parce que voilà, j'ai besoin d'adrénaline pour aller faire un petit peu de sport, etc. Mais après, j'ai compris que voilà, il faut aller voir les gens, il faut s'amuser avec eux, il faut raconter un petit peu, etc. Et c'était quelque chose mais d'extraordinaire. C'était magnifique. Quelle était ta plus belle pas rencontre, parce que oui, à la limite plus belle rencontre au cours de cette aventure Pékin Express, mais surtout l'endroit que tu as visité qui est qui te laisse encore de marbre. Qui me laisse encore sans voix. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est la Malaisie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait 2 belles rencontres qui m'ont transpercé le cœur. La première, c'était la première habitation où j'ai massé la grand-mère. Là, franchement, ça m'a fait rappeler ma grand-mère parce que quand j'étais malade, c'est elle qui me massait quand j'avais des problèmes d'articulation. Et la deuxième, c'est quand j'ai rencontré le couple le plus vieux du monde. Le mari 125 ans et sa femme 117 ans. Mes larmes, j'étais obligé de pleurer. Pas obligé. C'est une émotion qui est montée et j'ai serré la grand-mère dans mes bras. Elle m'a dit un mot, mais ça m'a transformé. Je suis devenu un Superman x 1000. Elle m'a dit, va mon fils, tu as ma bénédiction. Elle m'a dit, quand je touche tes mains, je sens une chaleur d'amour en toi. C'est beau. Alors mon Dieu, quand j'ai pris la pirogue, on dirait que je courais sur l'eau, la pirogue sur mon dos, tellement que j'allais vite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Et pour ça, c'est avec Pékin Express, franchement, vous faites des choses que nulle part ailleurs vous allez le découvrir. Vous serez prêt à refaire encore une autre saison ? Là mais tout de suite, mon sac à dos n'a jamais été vide. Moi, personnellement, je veux ma revanche. Je veux ma revanche, pourquoi ? Je vais vous le dire. Je veux ma revanche pour déjà à la mémoire de mon père. Là je parle de lui, j'ai envie de pleurer parce que moi, mon père il me manque énormément. C'est quelqu'un qui a été une pièce maîtresse dans ma vie, énormément. C'était la voix de la sagesse. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup apporté d'assurance et surtout qui m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Et surtout le respect des gens, l'amour des gens, les valeurs. C'était un papa que j'aimais, mon père, tout simplement. Il m'a dit, mon fils, quoi que tu fasses dans la vie, comme je l'ai dit dans la vidéo, il m'a dit, tu seras toujours quelqu'un de bien, mon fils, quoi que tu fasses. Donc je sais pas s'il a eu raison ou tort, je sais pas maintenant, à vous de me dire, même aux gens qui me connaissent maintenant à travers mes réseaux sociaux, etc. Sachez une chose, que sans la bénédiction des parents, croyez-moi, vous allez nulle part. Quand vous sortir dans la rue, embrassez votre père et votre mère et demandez leur pardon. Peut-être eux ils savent pas, mais vous savez pourquoi. Et croyez-moi, le cœur ne ment jamais. Soyez sincère avec les gens. N'abandonnez jamais. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire les choses dans la vie.
Parce que ces gens-là, ils ont peur que vous faites mieux qu'eux. Alors moi, je vous dis une chose, allez au-delà de ce que vous pouvez espérer dans la vie. Et croyez-moi, et là, je vous fais un cœur explosif pour vous. Bam, plein d'amour et plein d'énergie. Ne lâchez pas, croyez en vous, c'est important. Anna, dernière question. J'ai envie de te dire, j'ai rien à dire après ce qu'il a dit. C'est clair, on est tous d'accord. Quand on s'entretient avec vous, on constate que la célébrité ne vous a pas changé. Vous êtes simple, humble, vraiment. Maintenant, mais il n'y a pas besoin de changer. Pourquoi changer? Parce que c'est grâce à des personnes comme vous. Vous voyez, comme vous m'avez accueilli, mais ça me touchait énormément. Parce que c'est pas tout le monde, je vais pas vous mentir. J'étais dans pas mal, on va dire, de chaînes de maisons, radio, etc. Vas-y, balance. Au revoir. Au revoir, au revoir. Non, Vas-y, je reste quand même gentil. On a des avocats, on a de bons avocats. T'inquiète. Christophe, t'as été à Balance ton poste, on est bien d'accord? Ouais. Moi, je suis parti là-bas, j'étais à côté de Mokhtar, j'ai vu le regard des gens. Ouais. Le regard des gens, c'était de l'amour. Ils sont venus me voir. Non, ils sont gentils, vraiment. Ils sont venus me voir, mais pas les chroniqueurs. Ah ouais? Excuse-moi de te dire ça. J'ai vu le regard de certains, l'air de dire je suis venu ici pour piquer leur place. Ah ouais? Moi, je leur ai dit, vous ne serez jamais comme moi, je ne serai jamais comme vous. Maintenant, arrêtez de faire les copier-coller. C'est pour ça que je dis à chaque fois, sois la meilleure version de toi-même. Ne copie pas. La seule personne que tu dois identifier, ça sera toi. Parce que personne ne va te ressembler. Pourquoi tu veux copier à quelqu'un? Les réseaux sociaux, Mehdi, on peut te suivre où? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, Ouais. MehdiPK Express. MehdiPK Express, d'accord. Voilà, j'ai une page pro Facebook, MehdiPK Express officiel. J'écris D'accord. tous les jours. Ouais. Je donne la motivation aux gens. Ouais. Et là, c'est. T'es même sur Twitter, d'ailleurs. Oui, je suis Twitter. sur Twitter. Je suis sur Twitter aussi, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des choses comme dit à Et certaines. nous aussi d'ailleurs. Hein. Oui. On peut se faire. On est aussi, hein, Je bien me suis sûr. abonné justement à vous là il y a pas longtemps. Anna parce que vous avez Guézard écrit, sur Twitter. Voilà Sur exactement ça. Instagram. Aussi. Mais bien sûr, c'est Instagram, bien sûr. Justement, Anna, elle est ça a partout, été- Anna. Bah, Anna, justement, ça a été le pur hasard. Justement, je la remercie de son invitation Je t'en parce que prie. merci beaucoup, ça me touchait Il, énormément. il regardait le live sur la page Christophe Le Grand Forum sur Facebook et il nous encourageait, il nous envoyait des commentaires et c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, vous vous rendez Et, compte? Mehdi. Ouais, Et c'est comme incroyable. C'est pour ça ouais, que je dis que le fait plaisir. relationnel c'est très important et c'est comme ça qu'on va rencontrer peut-être la personne qui va faire monter là où vous n'espérez jamais. Est-ce que Ah, tu mais- peux envoyer des ondes positives pour notre ami Bouriaki, qui est chroniqueur dans cette émission, mais qui va aujourd'hui, dans un instant, intervenir en tant que candidat à Orly, alors même que dans quelques heures, peut-être que Macron va annoncer le report des élections municipales. Non, j'ai envie de dire à ce monsieur Oui, Bouriaki, monsieur, c'est ça oui, monsieur Bouriaki. Monsieur Bouriaki. Alors la seule chose que je veux vous dire, vous savez, vous êtes déjà une étoile. Wow. Ah ouais. Et ça, les gens, la plupart ne le savent pas pourquoi, parce qu'ils ont perdu cette confiance en eux. J'ai toujours dit, quand le ciel il est bien dégagé en pleine nuit, on regarde l'étoile la plus grosse. Et j'ai toujours, vous tendez votre main, parce que c'est là que votre réussite, elle est là. Parce que la réussite, vous l'avez déjà en vous. Vous l'avez, elle est déjà dans votre cœur. Et ça, la plupart des gens, ils ne le voient pas à travers vous. Donc en fin de compte, il n'y a pas besoin d'aller présenter un discours écrit, parce que les discours du cœur ne mentent pas. Jamais. Donc c'est pour ça, je me permets de parler de Jamila Smaili 2 secondes. Ah oui. Jamila Smaili, c'est ma grande sœur, c'est une femme que j'aime énormément. Ça fait des années qu'elle se bat pour la ville de Melun de tout cœur. Maintenant vers c'est chez moi, Sport ça. Melun. Ouais. Donc moi, je suis là avec elle à 100% parce que je me suis présenté avec elle. Donc je souhaite de tout cœur qu'elle va remporter ces élections parce que c'est une femme qui va faire T'es fleurir sur la sa ville liste de Melun. Oui, bien sûr, je suis dans la liste. Moi, tu je veux le un dis. poste d'adjoint. Voilà, exactement Ouais. ça. Voilà. Moi, je le dis ouvertement, bien sûr. C'est un truc de fou, elle a vraiment des chances de gagner. Hein. Oui, bien sûr. Arraché 300 voix, mais là, Ouais, je sais. Et en tout cas, voilà. Tous avec Jamila maintenant. Tous avec Jamila Ismaili parce qu'il y a une équipe qui est formidable, exceptionnelle. Franchement, ils se battent tous les jours. Je le vois sur les réseaux sociaux. Ils sont dehors jusqu'à des heures pas possibles. Et je sais qu'avec Jamila, Melun, à un moment donné, ça a fané. Mais avec Jamila, la ville, elle va devenir un très très bel arc-en-ciel. Alors, monsieur, comment, monsieur Bouriaki. Philippe Monsieur Bouriaki, pardon. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Écrivez une nouvelle page de l'histoire de votre ville à vous. Parce que j'ai toujours dit que la vie, c'est une chanson, c'est une mélodie. Alors commencez à écrire une belle chanson pour votre ville. Et croyez-moi, quand vous parlez avec votre cœur, vous allez accaparer tous les regards des gens. Merci Mehdi, franchement ce fut une belle rencontre Anna. Merci à moi aussi. Ouais, super bien. Je suis très heureuse. Moi je suis prêt à aller Vraiment. faire Pékin Express avec toi. Avec grand moi aussi, plaisir. d'accord. Ouais, sérieux hein. Et moi, Christophe, je suis prêt à te porter sur mes épaules, t'inquiète pas. Mais Parce qu'ils sont t'inquiète, t'as pas costauds. besoin de me porter sur tes épaules. Donne-moi ton sac et on y T'inquiète. va. On se tient par la main et on va Ouais. chanter du clo-clo tout le long, t'inquiète Ah pas. ouais, voilà. Allez, c'est parti. L'aventure est lancée. Merci Mehdi et bon courage Merci pour à la toi, suite. merci beaucoup, évidemment. c'est très gentil, merci. Merci Anna, on se retrouve lundi. Oui. Toi, en ce qui te concerne, Anna Guézard-Boicaz. Lundi, tu sais qui on recevra ou pas?
Une chanteuse de rap qui nous vient de Marseille, Lady Nam, sera avec nous. Ah d'accord, ok. Donc on va être à Marseille, donc lundi. Très bien. Dans un instant... Ah oui. Quoi ? Vous serez peut-être confinés, les enfants. Ah oui, tu sais que... On fera par téléphone. Non mais Anna, tu rigoles, tout peut être suspendu. Comment je fais moi si je suis confiné ? Eh bah, tu le fais de chez toi. Bah oui, mais faut la technique pour ça. Ah, voilà. Monsieur Mamie. Voilà, Monsieur Mamie. C'est cochon là. La tirelire. Il faut investir là, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Anna. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs, merci ceux qui nous suivent depuis Facebook, Christophe Le Grand Forum. Merci Anna, merci. Franchement tu rayonnes Anna. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est talentueuse, c'est pour ça qu'on l'aime. Dans un instant, lui aussi on l'aime, évidemment. Notre Philippe Bouriaki, qui est un peu comme beaucoup de candidats, je suppose, aujourd'hui, en attente de ce qui va se passer ce soir, de ce qui va être annoncé. Est-ce une bonne nouvelle ou pas ? Peut-être, on ne sait pas. De prolonger la campagne, de pouvoir convaincre davantage. Ouais, t'as raison. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Donc, on est toujours sur l'expectative. Donc, dimanche, le premier tour de l'élection municipale, on va recevoir donc Philippe Bouriaki, qui prend sa casquette de candidat à Orly d'Europe Écologie Les Verts. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Nous étions avec Mehdi, Pékin Express. Nous partons maintenant direction Orly, les amis. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Avant-dernier jour de la campagne, fin de la campagne des municipales. Philippe Bouriaki, chroniqueur du LGF, mais aussi candidat tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Du côté de Orly, Philippe Bouriaki, bonjour. Bonjour, pas que Europe Écologie Les Verts. Liste de rassemblement des citoyens et des écologistes, ensemble construisons notre avenir. La campagne a démarré depuis très longtemps pour toi. Depuis 6 ans. Ouais, 6 ans de campagne. C'est ça. Et ce soir, tu es comme beaucoup un petit peu attentif à ce qui va se passer, et ce que va dire le président de la République. Très attentif et surpris des fuites qui passent dans la presse. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai reçu 2 coups de téléphone de gens très proches du ministère et qui m'ont annoncé qu'on devrait nous annoncer ce soir le report des élections pour peut-être le mois de juin, et chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi ? C'est une très mauvaise nouvelle. Tous les petits candidats comme moi qui sont asséchés financièrement, ils vont faire comment pour continuer à faire campagne ? Enfin, ça va quoi, faut arrêter de... Si ça s'annonce de mesures derrière pour accompagner éventuellement... Mais aucune, comment tu veux qu'ils fassent ? Le pays, il est en dépôt de bilan et il n'y a pas une thune dans les caisses. C'est une blague, ils vont nous asphyxier et donc ils vont permettre à ceux qui sont déjà en place depuis des siècles et des siècles de pouvoir continuer à prospérer tranquillement. C'est pas possible. Moi je veux bien entendre cette histoire de report des élections pour cause de danger sanitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu me fermes toutes les écoles, il faut que tu me fermes toutes les entreprises, plus personne ne prend le transport en commun. Et à ce moment-là, ça je veux bien l'entendre. Oui. Mais tu peux pas nous dire on reporte ou on annule les élections provisoirement et que tu envoies les gens continuer à prendre le métro, à prendre le bus, à prendre le tram, à prendre le train, à prendre l'avion. Donc on arrête de se moquer du monde. Monsieur Macron, vous allez vous prendre une grande raclée dans ces élections, et ça vous ne vous le voulez pas. Philippe Bouriaki, quand on te regarde, c'est vrai que tu es un candidat à part. Tu mènes une campagne à ta manière, et un petit peu pour raisonner à ce que disait Mehdi, toi, tu ne fais pas du politiquement correct. Toi toujours, et c'est comme ça, c'est ton ADN. Tu parles avec le cœur, qui que ce soit, quelle que soit la personne que tu as en face de toi. Complètement. Alors ça me fait ni chaud ni froid. Ouais. Tu sais, moi, à l'âge de 15 ans, j'étais apprenti serveur au Hilton Orly. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer les plus grandes personnalités de l'époque. Et un soir, je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon père, écoute papa, aujourd'hui j'ai vu Sylvester Stallone et j'étais un petit peu intimidé. J'arrivais pas, il y avait pas de mots, il y avait pas de son qui sortait. Il me dit écoute, tu sais quoi, quand tu vois une personne en face de toi qui t'intimide, tu imagines une chose. Attention, les enfants, bouchez vos oreilles. Tu l'imagines aux toilettes. J'ai dit, pourquoi tu dis ça ? Tu t'apercevras qu'il a fait comme toi. Et donc ça m'a permis d'être un petit peu moins timide, et comme je suis dyslexique et dysorthographique, j'ai développé une autre faculté qui est celle de l'éloquence entre guillemets, parce que je commets quelques fautes de syntaxe et je l'assume parfaitement, mais ça m'a permis de sortir de ma timidité et d'être en contact des gens, de pouvoir parler à des gens sans aucun problème, et je le vois comme une personne comme moi, sans rien de plus, et moi je ne suis pas plus que qui que ce soit. Donc c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une campagne atypique, on peut considérer que je suis un candidat atypique, mais en vérité je suis ni plus ni moins que n'importe quelle personne qu'on a en face de nous au quotidien. Je crois que c'est les autres qui sont différents et qui se la racontent énormément.
Peut-être aussi. Philippe Boriaki, justement, on te connaît à la radio ici dans le Grand Forum. Hein, tu nous fais la joie de nous avoir rejoints. Effectivement, il y a quelques un an maintenant, plus d'un an. Un an. Ouais. Mais donc candidat, on le sait depuis très longtemps à Orly. C'est ça. C'est une véritable ambition que ce fauteuil, d'accéder au fauteuil de maire. Franchement, non. Je le dis en toute simplicité. Non, l'ambition c'est pas d'accéder au fauteuil, parce que le fauteuil, s'il est toxique, il va te rendre complètement toxique. L'ambition c'est de démontrer à tout à chacun, de dire que dans le mot impossible, il y a les deux premières lettres. Si tu les vires, ça devient le mot possible. L'ambition, elle est d'écrire une nouvelle page de l'histoire, de l'écrire de façon simple, de dire que les gens de là où on nous a parqué en nous disant vous n'avez aucune chance, et là où on nous a appris en tout cas la culture de l'échec et pas la culture de la réussite, et leur dire vous savez quoi, moi je suis handicapé, ça se voit pas comme 80% des handicapés, je suis dyslexique et dysorthographique, je l'ai dit, et quand j'avais un devoir à rendre à l'écrit, j'avais entre 0 et 5, et quand c'était à l'oral, j'avais entre 18 et 20. Et l'éducation nationale n'était pas prête à l'époque, surtout pour entre guillemets les maladies dites orphelines, à déceler ma problématique. Et on m'a toujours inculqué la culture de non, il n'y a aucune chance. Alors que si dès le départ on avait misé sur nous, on nous avait dit demain vous serez les chefs d'entreprise, demain vous serez les dirigeants du pays, peut-être qu'il y aurait moins de taux d'échec. Tu sais, j'ai discuté avec un jeune hier qui me disait c'est fichu, je compte pas sur le futur, etc. Et il n'avait que des mots négatifs dans sa tête, parce que tout au long de sa vie, on lui a appris que du choses négatives. Ouais. Et donc, hormis d'écrire une nouvelle histoire, je me suis dressé grâce à mes parents, grâce au sillon et au sillage qu'ils ont tracé pour moi, contre toutes les formes d'injustice. Et ce qui se passe dans ma ville, comme dans d'autres villes, il y a réellement des injustices. Et donc, il y a un moment donné, soit tu es assis sur le bord du quai et tu vois le train passer, soit tu dis écoute, le train, celui-là, je peux pas le prendre, mais on va en fabriquer un. Alors, au début, c'est de briques et de broc, et puis tu te rends compte que notre train, il peut aller encore plus vite que celui qui était annoncé, qui fonctionnait au charbon, et puis nous, on est passé au TGV. Alors, Philippe, tu as utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour faire ta campagne. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est important, comme on le fait pour tous les candidats qu'on reçoit ici. Parmi les sujets qui reviennent et qui sont récurrents, la liste que tu conduis d'abord s'appelle ? Elle s'appelle Ensemble, construisons notre avenir. Ensemble, construisons notre avenir. Donc, tête de liste, Philippe Boriaki. En matière d'éducation, c'est important, c'est scruté, c'est attendu. Que proposes-tu pour les habitants d'Orly, pour les écoles d'Orly, pour les enfants d'Orly ? Alors pour nos enfants, pour notre jeunesse et donc nos futurs dirigeants, c'est nos enfants qui seront nos futurs dirigeants. Oui. C'est dès le départ. Je crois que l'accompagnement doit aller dès la maternelle. Il faut mettre vraiment les moyens pour personnaliser par groupe de niveau. Parce que je le dis toujours, tu vois, moi si je vais faire un 100 mètres avec Usain Bolt, j'ai aucune chance. Je vais me faire tuer. Et pourtant, si on a la même catégorie d'âge, catégorie de poids, et on n'a pas les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes chances. Alors que si je fais un 100 mètres avec quelques potes dans la même catégorie que moi, j'ai des chances. Et donc je crois qu'il faut faire des groupes de niveau. Je pense réellement permettre aux professeurs de leur dire voilà, on va faire un deal. Pendant le temps, ce qu'on appelle périscolaire, en dehors de l'école, vous allez prendre des groupes d'enfants qui sont en difficulté et vous allez les remettre en niveau, à niveau, pardon. Mais par contre, il faut aussi continuer à ceux qui sont au niveau ou au-delà de faire du renforcement ou du perfectionnement. Et donc ça demande des moyens. Alors c'est des choix politiques, c'est des choix budgétaires. Et pour cela, il faut aussi faire une vraie coopération entre nos services des sports et les services des écoles pour proposer à l'éducation nationale. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va vous mettre des professionnels qui vont faire des animations sportives pendant les écoles, au lieu de faire le chat perché ou jouer 1, 2, 3 soleil. Et ça permettra à des enfants qui n'ont pas les moyens, leurs parents, de leur permettre de payer une licence de sport, de pouvoir en faire. Et puis surtout, à vous, ça va vous dégager du temps pour faire votre cœur de base. Votre métier de base, c'est l'éducation, c'est transmettre le savoir aux enfants et c'est aider les plus fragiles. Donc oui, dès la maternelle, c'est aussi l'apprentissage des langues. Vous voyez, moi, j'habite juste à côté d'une zone aéroportuaire qui embauche 100 000 personnes. Ouais. Mais si vous parlez pas l'anglais, il y a personne qui parle avec vous. C'est une évidence. Et donc, il faut permettre et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand t'es un enfant, t'es une éponge, donc tu peux t'imprégner de toutes les langues et d'apprendre les langues vivantes dès la maternelle, pendant le centre de loisirs, pendant les vacances scolaires. Cantine, la cantine, moi je propose un truc très simple, je veux du 100% bio. Alors on pourra pas le faire la première année. C'est possible ça ? Bien sûr, mais évidemment, ils le font à la mairie du 2e. Ouais. Ils le font à Grande-Sainte, ils le font à Grenoble. Alors si eux ils y arrivent, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. Donc l'objectif c'est de faire une cantine 100% bio. Et alors maintenant, je suis content que ma rivale entre guillemets ou ma concurrente principale, celle qui a très chaud en ce moment, le propose aussi, c'est de proposer des menus végétariens, un menu végétarien à
tous les jours de la semaine. Et pourquoi elle l'a pas fait avant là? Elle l'a pas fait avant parce que elle était au-dessus de la mêlée. Et puis d'un seul coup, elle dit c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, pour être complètement honnête, son programme, voilà, il a été très pompé, comme les mesures qu'elle a faites pendant cette mandature, qui n'étaient pas dans son programme, ont été pompées sur le mien. Mais nous, sérieusement, en toute modestie, nous les écologistes, on est pour les logiciels libres de droit. Donc il n'y a pas de copyright. Du moment que nos idées avancent, on est gagnant. Et de toute façon, on pourra être toujours la photocopie de l'original. On sera toujours qu'une photocopie. Et donc pourquoi on veut des menus végétariens? Parce que moi, à titre personnel, je suis végétarien. Mais on va pas se cacher des choses, parce que il faut le reconnaître que pour beaucoup d'enfants orlésiens dans les quartiers dits populaires, le vrai principal repas de la journée, c'est celui du midi. Moi, je sais, je suis passé par là. Hein. Et donc, liberté, égalité, fraternité, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Liberté, ça veut dire de manger ou pas de la viande, du poisson, ou en tout cas du vivant. Et moi, en tant que végétarien, j'ai pas envie de manger du vivant. Mais je n'interdirais pas à mes enfants de ne pas manger de viande. Moi, mes enfants mangent de la viande sans aucun problème. Et d'ailleurs, ils en mangent beaucoup. Mais en tout cas, je souhaiterais quand ils sont plus grands, qu'ils comprennent pourquoi il faut en manger moins, parce qu'elle est cancérigène et puis ça produit 25% des gaz à effet de serre qui produisent du coup le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Et donc, liberté, c'est de manger ou pas. Égalité, c'est d'avoir la même égalité nutritionnelle dans l'assiette. On sait que quand un enfant n'est pas rassasié, il décroche l'après-midi. Et quand il décroche, il perturbe toute la classe. Et donc c'est pour ça que souvent vous avez des niveaux assez faibles parce que il y a 2-3 enfants qui sont ou 4 ou même 10 qui peuvent être complètement perturbés parce qu'ils n'ont pas la quantité énergétique nécessaire et calorique pour pouvoir continuer. Et fraternité, c'est être solidaire avec celui qui a fait un choix personnel ou culturel ou même religieux. Et donc, par conséquent, je pense que les menus végétariens permettront à tout le monde d'être d'accord. Cantine gratuite ou pas? Alors, la cantine gratuite, je peux pas me prononcer aujourd'hui. Je vais être complètement honnête. Je rêverais de la cantine gratuite. Je rêverais même du petit déjeuner gratuit. Mais pourquoi je peux pas me prononcer? Parce que moi, je demande aux Orlésiens et aux Orlésiennes de me faire confiance. Lorsque nous aurons les clés de la mairie, je vous demande 90 jours. Pourquoi je vous demande 90 jours? Parce qu'on va faire un audit complet. Ouais. De tout, c'est-à-dire et des finances et aussi du personnel, parce que j'entends des choses qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui pourtant qui sont payés, des chargés de mission qui viennent de je ne sais où, qui en gros. Alors moi je veux pas colporter ces rumeurs, etc. C'est pour ça que je demande, s'il vous plaît, laissez-moi juste 90 jours. Et dans 90 jours, on mettra tout sur table, carte sur table, il y aura une transparence totale. Et par rapport à ça, si c'est vrai. Parce que c'est peut-être que c'est vrai, on a vu dans le passé dans d'autres endroits qu'il y a eu des emplois fictifs et autres. D'ailleurs, il y a le procès Fillon qui peut en parler mieux que moi. Et donc je veux dire que si c'est vrai et qu'on dégage des marges de manœuvre assez pour pouvoir proposer une cantine bio, végétarienne au choix, bien sûr, bien évidemment, gratuite, bien sûr nous le ferons. Et vous savez, je voudrais juste dire à celles et ceux qui m'ont à un moment donné qualifié de communautariste lorsque je faisais cette proposition. Oui. Oui, par exemple les gens hindous ne mangent pas de vache, mais pourtant ils sont pas intégristes à ce point-là. Je voudrais dire juste la chose suivante. Ça m'a heurté, ça m'a touché, mais ce n'était pas une histoire de religion, je vous dis, c'est une histoire de philosophie. Mais dans ma ville, en début d'année, lorsque votre enfant est scolarisé, vous savez qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Est-ce que votre enfant mange du porc ou pas? On vous demande pas s'il mange de la viande ou du poisson ou du canard ou du poulet. On vous demande est-ce qu'il mange du porc ou pas. Est-ce que là, c'est pas un fait discriminant religieux? Alors qu'on arrête de se voiler la face. Soit on va jusqu'au bout de la démarche, soit on la fait pas. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui fera les choses à demi-mesure. Je l'annonce dès le départ. Je vous ferai pas de fausses promesses parce que ça, je ne veux pas. Je maintiendrai tout ce que je dirai parce que je n'ai qu'une parole. Et en 2014, quand j'ai promis aux Orlésiens et aux Orlésiennes que j'allais rester sur le terrain, que j'allais braver la pluie, le vent, le froid, le chaud, battre le pavé et que je n'abandonnerai pas, que je leur parlerai le langage de la vérité. C'est pour ça que je suis atypique, parce que j'utilise pas des mots à 4 syllabes et je suis droit sur moi tout en costard cravate et je ne rigole jamais, je ne souris jamais. Non, je suis comme tout à chacun, je n'ai rien de plus que les autres et je ne veux pas avoir quelque chose de plus que les autres. En matière de sécurité, c'est un sujet aussi qui revient, c'est fréquent, Philippe Bourriaki. Quelle est tes propositions pour les Orlésiennes, Orlésiens? D'abord, police municipale. Alors, je voudrais juste faire une correction. C'est pas mes propositions, c'est les propositions des Orlésiens et des Orlésiennes. Je suis le seul candidat qui a fait ce qu'on appelle des ateliers citoyens pour donner la parole aux Orlésiens. C'est ça. Mais tu as tranché au bout d'un moment. Oui, non, mais j'ai tranché. Évidemment, moi, à titre personnel, je suis opposé à une police municipale. Parce que pour moi, c'est quelque chose de régalien. C'est à l'État d'assumer. Sauf que l'État, il te dit, moi, je vais pas mettre une thune de plus. Tu fais ce que tu veux. T'as des candidats qui n'en veulent pas, par exemple. Oui, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais moi, quand j'ai 80% des gens qui sont à mes ateliers citoyens qui veulent une police municipale, c'est soit t'es le maire de tous les Orlésiens, soit t'es le maire d'un clan.
Et moi, je suis pas le maire d'un clan. Donc, police municipale, oui. Oui, police municipale. Armée ou pas? Attends, s'il te plaît, faut quand même que je développe. Si c'est dire, oui, une police municipale armée comme le GIGN, et ça, c'est un petit peu réducteur. Oui, une police municipale, mais à condition qu'elle soit couplée et doublée d'éducateurs et d'éducateurs spécialisés. Mais, la police municipale, elle a un sens. Quand il y a un taux de délinquance ultra élevé. Ouais, oui, il y a un c'est le cas, de délinquance. Il y en a. Dire l'inverse, ça serait mauvais. Mais je peux te assurer qu'une chose, que quand tu regardes les chiffres de la délinquance, ils sont énormément liés à la crise sociale. C'est-à-dire que plus t'as de chômeurs, plus t'as de gens qui galèrent, plus t'as de gens qui frottent le bitume du matin au soir, plus t'as des augmentations de délinquance. Moins t'as ça, et c'est pas pourtant qu'il y en a pas. Dans le 16e, il y a aussi des problèmes de délinquance. Vous avez des maris qui gagnent très bien leur vie et qui commettent des féminicides. Je rappellerai qu'une femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son conjoint et de son ex-conjoint. Donc, il faut une police municipale parce que les gens l'ont réclamé, mais pas une police municipale de cow-boy qui va au clash, comme j'ai pu voir hier à la police nationale, humilier les jeunes de mon quartier. On m'a envoyé une vidéo le temps que j'arrive, bizarrement, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit non, il faut les laisser, alors qu'en temps électoral, on les laissait se faire fouiller de fond en comble, et ça, c'est inadmissible. Donc, police municipale, armée ou pas armée? Alors, une police municipale qui sera adaptée aux situations. Donc, oui, il y a de fortes chances qu'elle soit armée, parce que de toute façon, maintenant, elle doit être quasiment obligatoirement armée, d'après les textes en vigueur du préfet. Il y a des candidats qui veulent qu'elle ait une police municipale, mais pas armée. Ouais, ils peuvent leur mettre des nids de clown et puis y aller avec du gel sur les cheveux. Mais ça coûte des sous, tout ça, Bien sûr, ça coûte des sous. Ça coûte, pour une vingtaine d'agents, 1,5 million en termes de vitesse de croisière, mais ça monte jusqu'à 3 millions d'euros la première année si tu passes directement à 17 agents. Parce qu'il faut des locaux, il faut des véhicules, etc. Et donc, il faut y aller progressivement. Nous, aujourd'hui, on a 6 ou 7 agents à SVP. Faut déjà les transformer. En matière de logement, cher Orly, cher Philippe, à Orly, justement. Quelle est la situation? Est-ce qu'au niveau logement social, on respecte un peu? Oui, on respecte tout à fait la loi. Est-ce qu'il en faut plus, il en faut moins, d'après toi? Alors, actuellement, on respecte la loi SRE, on est même au-dessus, on est à 52 alors que la loi dit 25. Donc il y a des gens qui jouent pas le jeu et je crois qu'il faut les pénaliser plus financièrement pour aider les communes qui, elles, jouent le jeu, comme Orly par exemple. Oui, on a besoin de logements, mais j'ai entendu, je me rappelle plus quel candidat, candidat de Beson, le candidat communiste qui dit faut construire encore parce qu'il y a la demande, etc. En plus, c'est bizarre pour un communiste. Monsieur, moi je vous invite à réquisitionner les logements vacants sur Paris. Il y en a plus de 300 000 des logements vacants. Je crois que déjà, si on commençait à réquisitionner les logements vacants, on réglerait une grande partie du problème. Oui, il y en a à Orly. Alors, il y en a quelques-uns. On a du mal à les identifier parce que on n'est pas aux manettes. Et donc, ceux qui sont aux manettes, ils communiquent pas dessus. Mais je crois qu'il faudrait surtout créer un fonds de solidarité sur lesquels, sur tous les loyers, les taxes d'habitation et les taxes foncières, on ponctionne 1 ou 2 euros au niveau national pour pouvoir permettre aux propriétaires qui ont des logements vacants, qui ne veulent pas les loger parce qu'il y a eu des gens qui ont arrêté de payer les loyers, qui se sont retrouvés en galère parce que quand tu prends un crédit pour avoir un logement et le mettre en location, et que les gens ne payent pas et que toi tu continues à payer le crédit, tu te retrouves des fois à la limite du surendettement et tu ne peux pas expulser la personne, ça met quasiment 2 à 3 ans pour virer une personne qui paie pas son loyer. Et donc il faut qu'il y ait un fonds de solidarité nationale pour pouvoir permettre à celui qui a un logement de se dire écoute, moi je peux le louer, même à des gens qui sont en situation précaire. Ce fonds de solidarité va me permettre d'être complètement serein. Et elle est là la vérité. Sauf que les entreprises du CAC 40, les grands assureurs qui ont des immeubles à lesquels ils font la vente à découpe et qui font de la spéculation financière. Moi j'ai un marchand de biens qui m'a dit écoute Philippe, je vais t'expliquer comment on fait pour gagner de l'argent. Il me dit regarde, tu vois, moi j'ai un parc de 20 logements. Ok, le logement il se loue 700 euros. Très bien, donc ça me fait 14 000. Ok. Bon, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais en louer que 16 et je vais les louer 1200. Et tu vas t'apercevoir qu'avec 4 logements en moins sur la place, je vais gagner encore plus d'argent. Et ça me permet d'avoir moins de frais d'entretien parce qu'un logement, il se dégrade lorsqu'il y a des gens qui vivent dessus, etc. Donc en vérité, il y a une spéculation qui est faite sur l'immobilier et qu'il faut combattre. Et puis après, il faut créer du logement à l'accession à la propriété, mais à l'accession sociale à la propriété. Nous, on a un objectif, c'est de créer Orly Habitat pour pouvoir vendre 1500 logements, pour pouvoir rentrer 157 millions dans les caisses de notre ville, et puis 1000 logements destinés à la location. Alors, ma concurrente principale dit à qui veut bien entendre que l'article 81 de la loi Elan ne permet plus, à partir du 1er janvier 2021, ne permet plus aux offices HLM qui ont moins de 12 000 biens ou moins de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ne permet plus, ils sont obligés de se regrouper en une seule et même instance, et donc ma proposition n'est pas viable. Et moi, Madame Jeannaudet, si vous m'affrontez dans un débat, je vous dirai le plan B. Tu veux qu'on le dise ou pas?
Vas-y. Ah, exclusivité France Vas-y. 24. C'est quoi le plan B alors? Le plan B, c'est effectivement, mais sauf que la loi Elan prévoit que vous pouvez vous mettre en coopérative. Donc ça, premier point. Et deuxièmement, Madame Jeannet, je vais vous dire encore mieux. Parce que au lieu que d'avoir des gens qui soient locataires pendant 40 ans et qui sont jamais chez eux, eh ben nous, on va leur proposer une location accession à la propriété. Ah et oui. ouais. Ouais. Et quand vous vous portez garant pour Valoffice et les grands les grands bailleurs sociaux qui se gavent sur la bête et qui n'hésitent pas à faire la misère au bout de 25 ans ou 30 ans quand vous avez oublié de payer votre loyer pendant 2 mois quand vous avez eu un souci qui vous menace de vous expulser, et ben nous on se portera garant pour les Orlésiens et les Orlésiennes pour qu'ils soient propriétaires de leurs biens. Philippe Boyaki, il nous reste très peu de temps, il faut qu'on aille vite, j'ai quand même deux éléments à évoquer, il faut que tu ailles vite s'il te plaît. Ouais. En matière de transport, Orly, est-ce qu'elle est bien dotée selon toi? Ah oui, parce que on a 2 stations de RER, on a le 183 qui va être remplacé par le tramway, on va avoir la ligne TGV 14, la ligne 14 mais c'est pas sur Orly, attention, c'est pas sur Orly, elle est géographiquement sur Thiers, elle est à Pont-de-Rungis. Ouais. Et donc il faut maintenant développer les mobilités douces, il faut développer et c'est vraiment important le covoiturage, mais il faut surtout développer l'emploi sur notre ville qui permettrait aux gens d'éviter de faire le tour de Paris et de polluer et de rajouter des embouteillages. D'accord, donc essayer de faire en sorte que les travailleurs à Orly restent travailleurs à Orly, quoi. Bah ouais, c'est mieux. D'accord, ça c'est dans tes propositions évidemment. Affirmatif. Donc transport, ok. Du coup t'as répondu à ma. Mais grâce aux écologistes, hein, le tramway qui vient jusqu'à Orly devait s'arrêter à Rouget-le-Lille. Donc comme Madame Janaudet dit à tout le monde c'est grâce à moi. Bon, je suis un petit. Quelle est la première grande décision, grande action que tu prendras? Donc si j'ai bien compris, suivi depuis le début. Après les 90 jours qui te permettront de faire un audit sur la ville, quelle est selon toi la première urgence, la première grande décision que tu es amené à prendre pour les Orlésiennes et Orlésiens? Bah, je vous l'ai dit, c'est d'abord si tu accèdes au fauteuil de maire. Orly Habitat et Orly Développement Économique, parce que la première des priorités des Orlésiens et des Orlésiennes, c'est d'abord de manger, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir l'éducation, la sécurité, la santé et le loisir. Mais la première urgence que nous prendrons, elle sera démocratique. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, nous allons mettre un référendum d'initiative locale ou un référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Mais référendum d'initiative locale, c'est-à-dire que sur chaque grand chantier, tous les Orlésiens et les Orlésiennes qui seront inscrits sur la plateforme recevront un SMS pour dire il y a un vote en cours. Ils vont sur leur boîte mail, ils auront toutes les catégories, toutes les caractéristiques techniques, et puis pour voter pour ou contre. Et on ira même encore plus loin. Quand ils voteront pour un projet, ils auront la liste de toutes les entreprises avec tout le dossier technique. Et c'est eux qui choisiront, par des intermédiaires de points, l'entreprise qui sera la plus qualifiée pour mener à mieux cette mission. De la vraie démocratie participative. Mais complètement. Mais puis du coup, la commission d'appel d'offres ne sera qu'une chambre d'enregistrement de la décision du peuple. Et ça évitera une chose très claire. À Orly, personne ne pourra nous reprocher de nous en mettre plein les poches, nous les élus. Bon, mon Philippe, pour finir, tu as 1 minute pour convaincre les auditrices, auditeurs qui nous écoutent là, maintenant, à Orly, et qui sont peut-être pas encore choisis, pour qui ils vont voter dimanche, si toutefois il y a élection. Pourquoi il faut glisser le bulletin d'urne le 15 mars, dimanche? Philippe Boyaki, c'est à toi de jouer. Écoutez, chers amis, moi, il y a 6 ans, quand je me suis présenté aux élections, j'ai entendu des griefs, à juste titre, que les politiques, on les voyait uniquement en période d'élection. Et ce qui est vrai. Il y a 6 ans, quand je me suis présenté, c'est parce que c'était un ras-le-bol et on avait marre d'être la 5e roue du carrosse. Et il y a 6 ans, moi, j'ai signé vous m'avez donné une mission, et je vous ai donné une parole. La parole, c'était de ne jamais abandonner, de ne jamais faillir et de vous parler le langage de la vérité. Alors, je sais que je l'ai fait de manière non conventionnelle et j'ai surtout envie de vous dire de manière non professionnelle. Je n'ai rien de plus que vous. Si vous votez pour moi, c'est parce que vous votez pour vous. Et si vous votez pour vous, vous votez effectivement pour nous. Et je suis comme vous. Je vis au même endroit que vous. Je n'ai pas changé. Et je suis un homme de parole. Je sais que ça veut rien dire aujourd'hui, plus rien dire, parce qu'on a vu plein de gens nous raconter des histoires et des flûtes, mais vous avez le choix. Soit vous êtes spectateur, soit vous êtes acteur. Je vous propose qu'on soit tous acteurs ensemble. Alors, on mangera tous une part égale. Alors, ça sera peut-être une miette, mais en tout cas, personne n'aura une miette plus grosse que l'autre. Merci Philippe. Dernière question, la toute dernière. Ouais. Si tu es élu maire, ce que je te souhaite évidemment, d'Orly, tu auras encore le temps de venir au Grand Forum. J'ai donné ma parole à monsieur Tariq Mami lorsqu'il est venu me voir à mon dernier meeting. D'ailleurs, toi, tu n'y étais pas, si ma mémoire est bonne, mais tu étais au premier, et donc je te remercie. Et bien sûr, je continuerai à venir au Grand Forum, je continuerai à avoir une vie normale, je continuerai à avoir du temps pour ma famille et mes enfants et mes amis, et je continuerai à avoir du temps pour aller en immersion dans les manifestations, les mouvements sociaux, parce que ça, je te jure, ça me manque énormément. Merci mon Philippe, et bon courage, bonne chance. Merci. T'es stressé là ou pas? Non, je suis pas du tout stressé. Non, mais si t'es Macron, t'annonces quoi ce soir en français? Vas-y. Si je suis Macron, je leur dis, mes amis,
c'est la catastrophe. Au secours, fuyez. Non, je sais pas ce qu'il va annoncer, mais s'il annonce le report des élections, Monsieur Macron, c'est juste pas possible. Dans ces cas-là, il faut mettre le pays en quarantaine. Plus personne ne prend le transport en commun, plus personne ne prend le bus, plus personne. Donc si je te suis, c'est Macron, pour être clair dans ses votes, aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est mettre tout le pays en confinement comme l'a fait l'Italie par exemple. Comme l'a fait l'Italie. Alors soit on a le courage d'eux, ou soit on obéit au 440 mais c'est incompréhensible. Tu peux pas dire aux gens, alors que tu mettes des règles en disant vous êtes séparés d'1 mètre, vous rentrez 5 par 5 dans le bureau et tout ça, etc. Oui, pourquoi pas. Ça, je veux bien l'entendre et on va tous s'y soumettre. Et puis on dit, vous savez, on va faire de 6h du matin jusqu'à 21h. On peut, tu vois, se donner une plage horaire un petit peu plus importante. Mais on peut pas dire à tous les petits candidats. Moi, j'ai une pensée pour tous les petits candidats qui ont plus de fric. Moi, c'est plus possible. Financièrement, on peut plus. J'ai pris un crédit, pris un crédit de 20 000 euros. J'en suis à 14 000 euros de dépenses. C'est plus possible. Je ne peux pas faire de dépenses supplémentaires. Et donc, c'est-à-dire que si on va jusqu'au mois de juin, on fait comment pour faire campagne? On fait comment? Et donc, c'est 2 poids 2 mesures. Alors, dans ces cas-là, on attend. Vous nous remboursez les 14 000 euros et on repart pour la campagne. C'est parti. Donc, dans 2 heures, on saura. En tout cas, Philippe Poyakim, merci beaucoup. Merci à vous. Merci François. Demain, à ta place, Halima Boumediene Thierry et Halima. Oui, et Sabrina Sebaï. Oh, Sabrina. Sabrina Sebaï. À Ivry demain, c'est Sabrina. Effectivement. On termine fort avec les écolos, je trouve. Ouais, c'est pas fait exprès, c'est le calendrier qu'il a décidé. Ça. Merci mon Philippe, à bientôt. À demain les amis, avec Tarek Mami, Audrey Pronostic qui seront là et Rudy Kazi aussi, il sera de la partie demain entre 16h et 18h. Merci, bonne soirée. L'essentiel de l'actualité, très dense. Le rappel avec la rédaction. Bonsoir. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.